Déjà, il faut comprendre ce que c'est que le journalisme, tout court. Photo ou pas photo, d'ailleurs on a tous la même carte de presse, il n'y a pas marqué dessus si on est JRI, photographe, rédacteur ou SR, maquettiste, que sais-je. Les métiers de la presse ils sont nombreux et on est tous une seule et même grande famille. Donc il faut comprendre cette famille. Comprendre cette famille, ça veut dire quoi ? Ça veut déjà dire lire la presse. Et ça, il n'y a rien de pire, et je le vois chaque année à l'université en particulier. J'ai plein de jeunes qui sont super motivés pour faire de la presse, travailler dans la presse, dans différents univers, pas forcément tous photographes, loin de là. Et quand je leur pose la question de combien de titres de presse lisez-vous par semaine, on n'est pas loin de la bulle. Et ça, c'est un vrai souci. Pour comprendre la presse, il faut lire la presse. Il faut lire la presse, il faut aussi comprendre comment fonctionne une rédaction. Alors je dis pas qu'il faut partir en stage immersif dans une rédaction pour comprendre comment elle fonctionne, mais au moins connaître son organigramme, savoir qui est le décideur, où est le rôle du photographe au milieu de l'organigramme, souvent tout en bas au coin à gauche, à qui il va s'adresser par la suite et quelles vont être les interactions que peuvent avoir un photographe avec un titre de presse et vice versa. Bienvenue dans le podcast des photographes professionnels. Dans cette émission audio, je partage avec vous de grands entretiens avec des experts de la photo, de la vidéo, du journalisme ou encore de l'entrepreneuriat, dans le but de vous aider à progresser et vous épanouir dans votre activité professionnelle. Cette semaine, nous partons à la rencontre de JC Millet, déjà passé dans le podcast il y a quelques temps pour nous parler de photographie de paysage. Cette fois, nous allons échanger autour de la question de la professionnalisation des photographes, notamment des erreurs les plus fréquentes que font les débutants. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, et si ce format vous plaît, n'hésitez pas à le faire savoir en partageant et en laissant un commentaire ou une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous laisse en compagnie de JC et vous souhaite une bonne écoute. Alors dans cet épisode, c'est un peu spécial parce qu'on reçoit quelqu'un qui est déjà passé dans l'épisode 58, et donc là aujourd'hui ça fait plus de 200 épisodes de ce podcast, donc c'est pas que j'ai fait le tour des gens parce qu'il y a plein de gens nouveaux à interviewer, interroger, mais il y en a qui méritent de repasser plus que les autres parce qu'on a aussi beaucoup parlé d'une partie de sa vie, de sa spécialité, mais on pourrait parler de beaucoup d'autres choses. Et donc on est avec JC Millet, Jean-Christophe. Je te propose pas forcément de te représenter parce que les gens pourront écouter l'épisode 58. Et puis avant d'enregistrer ce podcast ici à Perpignan, on a parlé de plein de choses très intéressantes. Donc on va pas trop parler là. Donc merci d'avoir écouté cet épisode et puis à bientôt. Voilà, c'était très intéressant. Je te remercie Fred pour cette introduction parfaite. Super, et bonne journée. Au revoir. Non, plus sérieusement, est-ce que tu veux te représenter en 3 mots? En 3 mots, épisode 58, ça fait 3 mots. Pas mal. Je m'appelle Jean-Christophe Millet, tout le monde m'appelle JC, donc JC Millet. Je suis photographe à Perpignan, photojournaliste, j'ai une carte de presse. Je travaille pour différents organes de presse, du quotidien au magazine, Le Monde, La Croix, Pyrénées-Mag, Géo, et beaucoup d'autres. Sur 2 secteurs principaux qui sont quand même l'environnement et la nature, d'où l'épisode 58 sur le paysage. Mais pas que, je fais aussi pas mal de news. Ça dépend des périodes, ça dépend de comment l'année se structure et évolue. Il y a des mois où je fais plus de news, des mois où je fais plus de nature, etc. Parallèlement à ça, je fais aussi de la formation au sein de l'université de Perpignan, entre autres, au sein de Transmission, l'organe de formation de Hansuka, pas vraiment, mais en tout cas collaboratif avec Hansuka. Et c'est déjà bien, un peu de corpo de temps en temps. L'année est bien remplie. T'es un mec assez occupé quand même. J'essaie de m'occuper le plus possible, oui. Et puis quand on avait parlé la dernière fois dans cet épisode, tu travailles majoritairement en commande. C'est-à-dire que t'attends pas qu'on t'appelle, mais si quelque part un petit peu, on te propose d'aller faire des choses et puis tu vas les faire en commande pour un magazine, un média. Allez, si je devais faire un parallèle avec la musique, parce que j'aime bien la musique, je dirais que je suis un peu un guitariste de studio. Je suis plus un faiseur, c'est vrai. On m'amène souvent des sujets plutôt que moi je ne les propose. La commande est la plus grosse partie de mon travail presse. Bon, ça m'empêche pas de faire des sujets perso par contre. Ouais. Mais c'est vrai que, voilà, majoritairement je fais de la commande, ouais. Super. On en reparlera parce que j'aimerais dans cet épisode qu'on parle un petit peu de l'état du marché. Aujourd'hui, en 2023, au moment d'enregistrer cet épisode, mais je pense que ça évoluera pas radicalement dans les 5 prochaines années, même si IA, etc.
Et j'aimerais qu'on parle aussi un petit peu de tout ce qui est formation. Donc tu l'as dit, tu interviens au sein de l'université de Perpignan et puis dans les formations que vous faites avec Transmission. Ce qui va être intéressant aussi, c'est d'échanger un peu autour de pédagogie, d'erreurs qu'on a vu passer tous les deux, parce que tous les deux on fait un peu la même chose en formation, et puis on est tous les deux dans des agences qui sont concurrentes sur le papier, on va dire, et puis complémentaires dans l'écosystème, on en parlera, à savoir Antsukas et le collectif DR. Moi étant passé par Antsukas pendant quelques années, je vois un petit peu comment ça fonctionne et ça sera l'occasion d'échanger un peu sur ça. Et puis dans le podcast, il y a aussi Wilfried qui est passé. Je vous encourage à écouter l'épisode. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont encore d'actualité et qui le resteront un long moment. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu un journaliste, enfin un photojournaliste, on va s'adresser aujourd'hui principalement à un photojournaliste, donc un journaliste qui veut faire de la photo, un photographe qui veut faire du journalisme. Quelles sont ses options en termes de formation de façon élargie, c'est-à-dire pas forcément traditionnelle, mais on peut citer les écoles photo. Toi, tu préconises quoi? Alors c'est compliqué parce que c'est le débat qu'on aura dans quelques minutes quand on parlera des collectifs et autres agences, mais je pense qu'il faut savoir ce qu'on veut. Et surtout, il faut être capable de jauger son niveau. Je pense que celui qui a jamais touché un appareil photo et qui veut rentrer en formation à l'EMI-CFD, il fait une erreur. Celui qui veut plutôt développer le côté écriture et transmédia, à mon avis, il aura plus sa place à l'université. Ou dans un cursus classique qui peut être bac photo, BTS photo et université derrière, quoi. Celle de Perpignan en particulier, mais on y reviendra. Celui qui peut-être cherche l'autonomie et veut vraiment être le plus rapidement possible totalement autonome et à un certain niveau se penchera peut-être plus vers transmission. Celui qui sera au milieu de tout ça et cherchera plus du conseil sera peut-être plus à l'aise au travers des formations que tu dispenses. C'est un peu tout ça qui est difficile. Et pourquoi je dis que c'est difficile? Non, parce que le catalogue aujourd'hui a jamais été aussi étendu. Enfin, nous, à notre époque et moi encore plus. À la mienne, trouver une formation digne de ce nom, c'était compliqué. On était au passage entre numérique et argentique. Soit on faisait des CAP qui nous formaient à devenir tireurs, ce qui n'avait aucun sens par rapport au photojournalisme, soit on apprenait sur le tas, quoi. Il n'y avait pas 35 solutions. Aujourd'hui, il y a pléthore de formations. Mais pour choisir la bonne, il faut accepter de mettre son ego dans sa poche comme pour tout le reste et être conscient de son niveau. C'est pas parce que papa, maman disent « Oh, tes photos sont jolies » que tu es photojournaliste. Et il y a des étapes à passer et on les a toutes passées, mais il ne faut pas chercher à les brûler ou en tout cas essayer de gagner du temps à travers la bonne formation. Moi, j'aime beaucoup le concept de ce qu'on a créé avec Transmission et qui se retrouve dans un niveau différent. Enfin, on en débattra si tu veux, mais dans ce que tu dispenses aussi à travers le collectif DR. C'est-à-dire ce côté déjà pas territorialisé. On n'est pas obligé d'être à Paris pour suivre la formation. On peut la suivre n'importe où. Donc, on peut jouer sur cette idée de photographe de territoire qui m'est chère parce que moi, j'aime bien l'idée de pouvoir travailler les sujets nationaux sur un territoire provincial ou même international. Ça, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur et qui n'est pas le cas de l'enseignement traditionnel, quoi. Donc ça, je trouve que c'est quand même intéressant. Après, là-dessus, voilà, il faut arriver à jauger son niveau pour savoir ce qu'on veut devenir et ce qu'on veut faire, quoi. Ouais, c'est clair. T'as complètement raison. D'autant plus que là, t'as pas parlé d'un truc, mais où il y a encore plus d'offres sur ce marché-là, c'est toute la formation spécifique à l'utilisation d'un appareil photo, les formations en ligne, apprendre la photo de voyage, surtout la photo de voyage parce que c'est le truc le plus sexy, qui maintenant sont financés par des CPF, des choses comme ça. Alors, il y a pas mal de choses dégueulasses là-dedans, il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup de trucs. Heureusement, on filme pas, t'as pas vu ma grimace. Mais en tout cas, bon, il y a des trucs. Après, c'est clair que nous, on intervient tous les deux sur un profil de photographes qui savent faire des photos, qui savent utiliser l'appareil photo. Bon, pour les plus jeunes d'entre nous, quand tu parlais de tireur, c'était pas tireur sportif, mais ou chasseur, mais tireur en laboratoire. Et puis aujourd'hui, il y a rien de plus simple que se former avec un appareil photo, même avec un téléphone. Enfin, on peut faire des photos très facilement. C'est pour ça que je passe un peu rapidement là-dessus, mais parce que oui, et puis surtout, moi j'ai un problème. Alors je le vois surtout à l'université en fonction des dossiers qu'on reçoit. Donc les ex-DU, donc diplôme universitaire de photojournalisme et communication et photodoc de l'autre se sont fusionnés et sont devenus une licence pro, donc licence Bac+3. Donc on a beaucoup d'étudiants qui arrivent de BTS et Bac Pro.
Le mot formation, il peut être dérangeant à partir du moment où il formate. Et souvent, quand on apprend à quelqu'un à prendre des photos, on le formate à un cadre, on le formate à une prise de vue. Tu parlais du voyage. Bon, on va pas citer de nom, mais moi, il n'y a rien qui m'agace plus que de voir des photos de paysages de voyage, par exemple, qui sont toujours les mêmes, avec le même type de teinte, le même type de luminosité, toujours le ciel blanc à la limite du cramé, mais parce que justement, il faut faire sortir le relief, alors que ça correspond à un style de photographie de paysage, mais c'est pas une universalité de ce qu'on retrouve en matière de photographie de paysage, et heureusement d'ailleurs que c'est pas... Sauf qu'on crée une norme, on crée un formatage, et ça c'est le danger, quoi. Donc apprenez à utiliser un appareil photo, aujourd'hui il n'y a rien de plus facile. Il y a des tutos partout en ligne, il suffit surtout de faire des photos et de comprendre pourquoi est-ce qu'elles sont pas bonnes. L'important c'est la suite, c'est qu'est-ce que je fais avec les photos que je réalise, et comment on peut m'accompagner pour qu'elles soient meilleures parce que plus réfléchies. Et en photojournalisme, il y a le mot journalisme, donc c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Plus que la photo, on a des très mauvais photographes qui sont de très bons photojournalistes, hein. Et tant mieux. C'est clair. Et puis tu parles du mot journalisme, mais il y a aussi le mot professionnel qui va derrière. Même si on ne parle jamais de photojournaliste professionnel, parce que ça semble assez évident là-dedans, mais c'est loin d'être une évidence, notamment le fait que moi j'ai eu beaucoup de retours d'étudiants quand j'intervenais dans le DU en tant qu'enseignant aussi, ou de membres des formations que je dispense en ligne, de gens qui viennent de bac pro, de BTS photo, donc purement technico-technique presque, ou d'école photo, type TPA, etc., pour pas nommer, pour pas cibler, mais c'est là, je suis à Toulouse, donc forcément ça me vient à l'esprit, qui vont former principalement à la technique, là où ils forment beaucoup moins, sinon quasiment jamais, pour entendre les retours des élèves, sur ces parties professionnelles, et alors encore moins journalistiques, parce que comme ça correspond à une infime part de la profession de photographe en France, même au sein d'associations d'organismes comme l'UPP, au final il y a assez peu de photojournalistes, et même eux, quand on discute avec eux, sont pas complètement au fait des spécificités du monde de la presse et du photojournalisme, parce que c'est pas la même façon de facturer, d'être payé, de se déclarer. Bien sûr. Du coup, est-ce que tu pourrais nous faire un petit topo, comme ça, là, à la volée, sur l'univers du photojournalisme, sur ce monde-là, sur les choses que tu vois comme étant indispensables avant de se lancer là-dedans? Déjà, il faut comprendre ce que c'est que le journalisme, tout court. Photo ou pas photo, d'ailleurs on a tous la même carte de presse, il n'y a pas marqué dessus si on est JRI, photographe, rédacteur ou SR, maquettiste, que sais-je. Les métiers de la presse, ils sont nombreux et on est tous une seule et même grande famille. Donc il faut comprendre cette famille. Comprendre cette famille, ça veut dire quoi? Ça veut déjà dire lire la presse. Et ça, il n'y a rien de pire, et je le vois chaque année à l'université en particulier. J'ai plein de jeunes qui sont super motivés pour faire de la presse, travailler dans la presse, dans différents univers, hein, pas forcément tous photographes, loin de là. T'as des voisins bruyants. A priori. Et quand je leur pose la question de combien de titres de presse lisez-vous par semaine, on n'est pas loin de la bulle. Et ça, c'est un vrai souci. Pour comprendre la presse, il faut lire la presse. Il faut lire la presse, il faut aussi comprendre comment fonctionne une rédaction. Alors je dis pas qu'il faut partir en stage immersif dans une rédaction pour comprendre comment elle fonctionne, mais au moins connaître son organigramme, savoir qui est le décideur, où est le rôle du photographe au milieu de l'organigramme, souvent tout en bas au coin à gauche, à qui il va s'adresser par la suite et quelles vont être les interactions que peuvent avoir un photographe avec un titre de presse et vice versa. Si je travaille pour le monde diplomatique, qui n'a quasiment pas de photos dans ses pages, il ne faut pas que je m'inquiète trop si je suis photographe et que j'ai du mal à travailler avec eux. Si je travaille pour Géo et qu'on me demande un portfolio, il faut que je sache à quoi ça correspond, quel type d'image ça représente. Et souvent, c'est le premier biais, quoi. C'est-à-dire ne pas comprendre la presse, ça empêche de travailler avec la presse, clairement. Ça, c'est le premier facteur. D'ailleurs, c'est reproché par les iconographes ou les rédacteurs chefs qui sont passés dans ce podcast. À chaque fois, ils disent ça. Ils disent que, ou en tout cas, ils reprochent le fait que les gens qui leur proposent des sujets, des synopsis, ne s'intéressent pas assez aux médias parce qu'ils vont proposer un portfolio là où eux, on n'en publie pas. Donc, effectivement, c'est assez problématique quand même. Mais après, ça peut arriver de se tromper, d'avoir une idée d'un magazine, même en le lisant. Moi, le premier, ça m'arrive de proposer des sujets à des titres de presse en me disant ça c'est fait pour eux, et puis finalement, non. L'erreur est humaine, il ne faut pas se sentir plus malin qu'un autre.
Néanmoins, tu vas pas proposer un sujet sur, je sais pas, un nouveau bar qui vient de s'ouvrir dans un EHPAD, là, comme on l'a vu récemment, je sais pas où, en Bretagne ou par là-bas, à l'équipe mag. Ça paraît bête, mais c'est quotidien ce type d'erreur, quoi. Et ça montre un manque de connaissance de la presse. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est aussi comprendre le type d'image qui est utilisé. Est-ce que c'est une image très illustratrice, donc qui du coup nécessite en un cliché de révéler l'intégralité de la formation, ce qu'on va appeler l'image AFP, quoi, en gros, vulgairement. Est-ce qu'il faut construire une série, avoir une narration, avoir un début, une fin, 1, 2, 3 images fortes, une belle ouverture? Est-ce qu'on est déjà plus dans une démarche magazine qui va du coup avoir peut-être 10, 12 pages pour expliquer et dévoiler le sujet qu'on veut raconter? Et là, c'est plus non plus la même structure. Et ça se comprend. Enfin, on l'enseigne, hein, mais ça se comprend en lisant la presse avant tout, quoi. Et le troisième? Et le troisième point, je pense qu'on en revient à la question du journalisme. Qu'est-ce qu'un angle et qu'est-ce qui est intéressant, quoi? Est-ce que juste montrer un pot de fleurs, c'est intéressant? Pas forcément. Si on est en pleine sécheresse et que les fleurs sont fanées, peut-être que ça devient un sujet. Alors ça m'amène sur un truc, moi je vois à chaque fois, tu me diras parce que toi tu le vois dans tes formations. Un des premiers trucs que j'enseigne dans DR, c'est l'enjeu du sujet qui est proposé. Parce que le but d'une structure comme DR ou comme Ansoukas ou comme d'autres, c'est d'avoir accès à un collectif dans le sens d'autres gens comme toi qui veulent un peu la même chose, qui ont les mêmes rêves, les mêmes ambitions, et de pouvoir avoir leur avis sincère et bienveillant, tout en n'étant pas méchant, tu vois, et gratuit, sur une idée de sujet. Donc en gros, c'est comme si moi je débarque, je dis voilà, j'aimerais bien travailler sur des mecs qui ont ouvert un bar dans un EHPAD, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, c'est là où le questionnement interne doit quand même être présent au départ, c'est de se dire, alors moi je dis à chaque fois aux gens, partie du principe que tout le monde s'en fout. Tu vois? Et pourquoi on en parlerait? Pourquoi il y aurait un sujet dans le 20h de TF1 sur ce truc-là? Et alors, bien sûr, c'est caricatural et c'est très réducteur par rapport à l'immensité de l'offre de la presse, mais quand tu regardes, on n'est pas rentré dans le détail, mais même s'il y a énormément de magazines en ligne ou dans des kiosques, tu rentres dans un kiosque, tu as pléthore de magazines, mais c'est pas pour autant que tous payent. Déjà, payent, et puis ils payent bien. Au final, il y a peut-être 2 à 3% de ces magazines qui vont réellement te filer, je sais pas, 1000, 2000, 3000 euros pour un sujet. Ça existe, mais c'est compliqué. Donc ces gens-là, eux, veulent quelque chose qui est assez unique, assez exceptionnel, où il y a, tu l'as dit, un angle. Et je rajoute à ça un enjeu. Tu vois, un truc, pourquoi ça serait intéressant? Et ça, j'ai l'impression que, bon, déjà dans les écoles traditionnelles, on l'explique pas vraiment. Mais il y a un autre problème aussi, c'est l'ego. Tu parlais de l'ego. Le photographe est toujours en train de se dire, alors parce qu'en plus, tu sais, c'est l'effet Ikea. Tu sais, je crois que c'est un biais cognitif qui s'appelle l'effet Ikea. Tu fais un truc toi-même. T'as monté ta putain d'immeuble, ta putain de tagère Ikea, t'es fier de toi, même si elle bouge un peu quand tu la touches, mais c'est pas grave, c'est toi qui l'as fait. Tu la déménages, elle explose, ouais, c'est ça. D'accord. Mais alors du coup, t'as fait ta photo, t'as fait ton reportage, t'as passé du temps avec les gens, et du coup, t'es persuadé que ton truc c'est génial. Et alors après, t'arrives face à des connards comme moi qui vont dire non, c'est pas terrible. Mais ça, c'est pas le travers du journaliste, c'est le travers du photographe. Parce que pendant des années, on nous a vendu qu'une photo c'était une œuvre. Et c'est vrai, légalement c'est le cas. Attention, je dis pas le contraire. Mais le fait de dire que c'est une œuvre, de suite on a l'impression qu'on a réalisé... Mona Lisa. Exactement. Sauf que non. Et donc il faut accepter aussi de se détacher de son sujet. Arriver à accepter que parfois, tel titre de presse va te dire ton sujet il est construit comme de la merde. Et peut-être que c'est le cas. Peut-être que c'est juste que l'iconographe en question a une attente qui est bien supérieure à la moyenne, ça arrive aussi. Ouais. Peut-être parce que son titre de presse est bien supérieur à la moyenne aussi. Et c'est pas une question de paiement, c'est juste une question de valeur. Et donc peut-être qu'un autre titre sera intéressé par ton sujet et se satisfera largement de tes photos, ça c'est possible aussi. Mais il faut arrêter ce côté du photographe qui, dès qu'il fait un clic, c'est une plaque. Non. Et combien de photographes? Je sais pas, il y a quelques années, Don McCullin avait fait une expo à Perpignan, une rétrospective, il y avait que des plaques. Mais sur combien de photographies réalisées, quoi? Combien d'années d'expérience? Et puis sur quel site, quel type d'image, à quelle époque? Enfin, tout était magnifique parce que c'est qu'un condensé d'une vie entière. Et je sais pas, moi si je suis satisfait de 5-6 photos dans toute ma production, c'est déjà bien. Et c'est peut-être pas celle que je vais vendre en plus, mais... Tu connais l'effet Dunning-Kruger, le biais cognitif qui consiste à dire que plus tu sais quelque chose, moins tu es expert d'un domaine, plus tu as l'impression de tout savoir. Tu as lu 2 articles sur l'IA, ça y est, t'es l'expert de l'IA.
Et au contraire, tu as fait des années d'études dessus et tu vas de plus en plus te persuader que tu sais rien et que c'est plus difficile que ce qui n'y paraît. J'ai l'impression qu'il y a un effet similaire avec la photo, notamment quand tu commences à t'intéresser à l'editing photographique. Plus tu vas éditer ton travail, plus tu vas chercher à agencer les photos, à creuser ton sujet, ta thématique, à la fin, plus tu te rends compte que tu n'as rien, quoi. Tu n'as pas assez en tout cas. Si tu devais faire un livre demain en sélectionnant 200 photos d'un travail, premièrement, tu vas te dire, tu sais, tu passes par la phase de c'est bon, je suis large, ça fait des années que je bosse dessus. Et après, plus tu vas être exigeant avec toi-même, ou plus tu vas avoir quelqu'un derrière toi qui sera exigeant, si tu bosses pour une boîte d'édition ou ce genre de choses, plus tu te rends compte que c'est galère, quoi. Oui, mais après, tu parlais tout à l'heure de professionnalisation, et c'est ça. Mais ça fait partie des choses qu'on accompagne pas mal dans Transmission. Pourquoi ? Parce qu'on a le partenariat avec Anzulka, donc on diffuse. Donc logiquement, pendant l'année, quand on les encadre bien, nos apprenants publient des images. Et souvent, il y a un moment où il y en a un qui dit « mais à quel moment je suis pro ?» Alors, il y a plein de raisons. La vraie raison, c'est parce que tu vis de la photo avant tout. Ça, on va pas tergiverser là-dessus. Mais moi, il y a un truc que j'aime bien leur dire, c'est que c'est le moment où, quand tu vas avoir ta publi, en fait, tu vas t'en foutre. Tu vas juste te dire « ah, j'ai gagné un peu d'argent aujourd'hui ». Et la différence, elle est là. Et ça rejoint ce que tu dis. C'est-à-dire que quand tu as ta première photo en tout petit sur une publi web qui va te rapporter pas beaucoup, et que d'un coup tu vas te mettre à sauter au plafond parce que ta photo a été publiée et que tu es une star, retombe vite parce qu'en fait c'est rien. Par contre, le jour où tu vas faire une très belle publi et où tu vas te dire « ah super, c'est cool », et puis c'est tout, et juste tu vas penser que grâce à ça tu vas pouvoir nourrir ta famille une semaine ou 2 ou 3 ou un mois, et là je pense que tu as fait le changement de pas, et ça va dans ce sens-là. C'est l'importance qu'on donne à l'image, elle va aussi dans cette logique-là. C'est clair. C'est Olivier Folmy, que tu connais, qui est passé dans le podcast, qui disait que c'est plus dur, selon lui, de gérer le succès que l'échec. Évidemment. Et c'est vachement profond parce que, tu vois, je me rappelle au DU, quand ça s'appelait encore le DU, je me rappelle d'un élève qui avait eu... je vais pas dire la chance parce qu'il a bossé dur pour ça, mais il a eu l'opportunité de publier son tout premier reportage dans un grand magazine sur 6 pages, tu vois. Et on connaît, je crois que c'était le Pèlerin de mémoire, et on sait que c'est dans les 2000-2500 balles, tu vois. Donc quand tu es si jeune, c'est ton premier sujet, tu as ça, tu te crées un standard de valeur, une sorte de... C'est comme quand t'es enfant, tu mets le doigt dans une prise, tu comprends qu'il faut pas le refaire derrière. Tu expérimentes un truc. Et bon, on sait tous, je pense que le confort, par exemple, c'est facile d'avoir plus de confort, c'est compliqué de revenir dans l'autre sens. C'est pareil dans la presse. Tu te dis, si t'es pas capable de t'en foutre, quand tu gagnes quelque chose comme ça, tu vas t'habituer à ça. Et tu vas dire, le deuxième reportage, c'est normal que je fais ça, tu vois, voire le troisième. Sauf qu'en général, tu le vois, enfin, toi, t'es là, tous les deux, on est là depuis un petit moment dans la profession, dans le paysage. Quand on va à Visa tous les ans, il y a des gens qu'on voit, des gens qu'on revoit pas, des gens qui ont complètement disparu, qui ont eu des succès de dingue, qui ont eu des projections au Campo Santo, des gens qui ont eu des expositions un peu partout. Mais souvent, il y a des gens qui n'arrivent pas à gérer la descente. C'est un peu comme de la drogue. Bien sûr, mais complètement. Ça l'est, parce que... Oui, c'est de la dopamine dans ta tête. Exactement. Ouais. On joue sur l'effet de satisfaction et d'autosatisfaction. C'est normal, c'est glorieux, quoi. Quand on fait une bonne publi. Mais tu vois, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, quand tu parlais d'argent, de titres de presse, etc. Mais il y a un truc qu'on oublie souvent dans la presse, parce que c'est pas glorieux, entre guillemets. Je pense que si tu prends n'importe quel nouveau venu, quel que soit son niveau photographique, et tu lui dis ferme les yeux et dis-moi qu'est-ce que tu as envie dans quel titre de presse tu as envie de publier tes images, il va sortir les 3-4 mêmes, à quelque chose près. Ouais, National Geo. Ouais, peut-être Libé. S'il fait du news, probablement Le Monde aussi, ok. On va pas aller mettre en concurrence sur ce qu'il paye, c'est pas la question. Vaut mieux pas. Certains beaucoup plus que d'autres, peu importe. Mais une chose est sûre là-dedans, c'est que personne te citera, je sais pas moi, Faire Face, le magazine sur le handicap. Personne te citera UNEO, la mutuelle militaire. Personne te citera... Je paye mieux que Libé. Mais beaucoup. Extrêmement mieux. Parce qu'il y a aussi toute une presse professionnelle qu'on a tendance à dénigrer, entre guillemets. À dénigrer pourquoi ? Parce que publier dans un magazine professionnel destiné à un faible public, entre guillemets, en toute audience, c'est moins glorieux. Sauf que ça fait vivre le photographe à l'année, quoi. Et on en parlera plus tard quand on parlera de l'économie du photographe. Mais ça aussi, c'est intéressant de voir qu'on a souvent des schémas qui nous amènent
valoriser un type de publication, un type de valorisation de nos images, mais qui reflète pas en fait le professionnalisme non plus. Et ça, c'est ce qu'on apprend aussi dans les formations, c'est expliquer ce qui est intéressant, ce qui l'est pas. Alors, tout est intéressant. Moi, dans ma logique, plus je publie, plus je suis content, où que ce soit. Je suis pas difficile là-dessus et là, il n'y a pas de problème. Où que ce soit, presque. Où que ce soit. Mais un bémol. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est important aussi d'apprendre à nos jeunes qu'il existe plein de presse. Et on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est connaître la presse, c'est pas connaître 3 titres de presse qu'on retrouve sur Caféine ou e-presse en ligne, quoi. C'est clair. Mais c'est là où il faut aussi avoir une logique professionnelle, dans le sens un professionnel est précis et dans le détail aussi. Et tu vois, par exemple, je me rappelle de mes années chez Antsoukas, c'est un truc des conseils qui étaient donnés, qui étaient de dire vise la presse féminine, adolescente, etc. Et moi, c'est un petit truc que j'ai essayé de reprendre et d'améliorer sur la question de la précision. Mais je pense que vous le faites aussi très bien en transmission, pour en avoir parlé avec toi. Sur le côté, vraiment s'intéresser aux titres en eux-mêmes, tu vois, et avoir une connaissance très précise du marché. Et pas rester sur des généralités. Ou en tout cas, pas rester sur une vision, enfin sur une, comment dire, tu sais, pas une représentation, mais une perception des choses. Mais c'est vachement dur parce que tu prends des festivals comme Visa ou Art dans une autre limite, c'est que de la perception. Bien sûr. Tu as donné l'exemple de Steve McCurry sur ses peut-être 20-30 ans, tu prends Chauvel sur ses 50 ans de conflit. C'est pas du tout révélateur du travail qu'il va faire sur une journée, par exemple. Et heureusement, finalement, sinon ça serait vraiment compliqué. Après, on touche à quelque chose de beaucoup plus large. C'est presque un phénomène de société qui a été relevé par les réseaux sociaux, notamment Instagram. Cette capacité qu'on a tous à se comparer aux autres et qui est dramatique pour les gamins parce que aujourd'hui plus que jamais, évidemment. Tu ouvres Instagram, tu vois la vie rêvée des gens, tu vois le meilleur de leur journée, tu vois la minute qui a fait que c'est génial, mais tu vois pas les autres qui ont été terribles et qui rendent tristes les gens. Bien sûr. Ce qui est assez... Mais moi j'aimais ce que tu dis là, quand tu parles de pointer, parce que tu vois, anecdote et expérience vécue. Il y a 2 ans, je suis en résidence dans le Tarn, et j'ai un sujet libre, mais que je dois réaliser autour du territoire, et comme je viens aussi d'un territoire de rugby, mais que je suis plus ballon rond, je me suis dit, voyons ce qui se passe au Castres Olympique. Et plutôt que de choisir le côté traditionnel de la grosse équipe du top 14, j'ai voulu voir un peu comment ça se passait pas dans les coulisses, mais en tout cas dans les pépinières. Et donc j'ai suivi une jeune rugby woman, en plus ça tombait bien parce qu'il y avait une accroche d'actu avec la Coupe du Monde de rugby féminine qui arrivait peu de temps après. Et donc je l'ai suivie, elle avait 13 ans, pendant entraînement, vie quotidienne, match, etc. etc. Et j'avais en vision, au-delà de la résidence qui du coup finançait la réalisation du projet, j'avais en vision un magazine ado, en particulier le monde des ados, quoi. Je l'ai proposé, ils l'ont glissé sous forme de portrait, ça fait quelques pages et ça a été publié. Quelques temps plus tard, j'ai un de mes étudiants qui me dit « t'as publié dans le monde des ados, moi je dis j'ai un sujet que j'aimerais bien leur glisser, c'est super ». Je dis « ok, c'est quoi ?» Alors il me montre, c'est pareil, c'est du sport. Bon, le monde des ados n'est pas spécialisé dans le sport, mais ça peut être intéressant aussi, quoi. Ça peut les intéresser aussi. Et puis je regarde et je lui dis « mais ton sujet il a quel âge ?» Il me dit « 45 ans ». Ça s'appelle le monde des ados. Et c'est bête, mais c'est exactement ce que tu dis. Il faut arriver à pointer. Le magazine féminin, s'il n'y a pas des femmes et que le sujet il est purement masculin, il y a peu de chances que ce soit publié. Si tu veux publier dans notre temps avec des enfants, ça va être compliqué. C'est un magazine 3e âge. Je sais pas si on dit encore comme ça, mais si tu travailles dans de la presse jeunesse, il faut que tu aies le public qui corresponde à ton truc. J'ai une fille qui grandit, je l'ai glissée dans les pages de Wapiti, puis Okaidi, puis au fur et à mesure qu'elle grandit, le titre de presse évolue aussi. Et ça me paraît bête, mais c'est logique. Il faut arriver à cibler par rapport à l'attente du contenu rédactionnel du titre de presse. Ouais. Non, mais c'est clair. Puis il faut surtout se mettre dans la peau du rédacteur en chef qui va décider si oui ou non on prend le sujet, pourquoi il le ferait. Et là, on retombe sur plein de questions, notamment sur l'ego. Tu vois, il y a beaucoup de photographes qui pensent que parce que le sujet il est extraordinaire, toujours de leur point de vue, ou à la limite que d'autres gens leur ont dit que c'était extraordinaire parce qu'il a été exposé dans un festival, un truc comme ça. Pourquoi quelqu'un irait l'acheter, te donner de l'argent pour ça, pour le montrer à des lecteurs? Ça, j'ai l'impression que les gens s'en foutent, tu vois. C'est là qu'on revient sur la guerre en Ukraine, c'est ça?
Ah, je pensais même pas forcément à ça, mais tu vois. Bah, c'est un exemple parfait. Ouais. Combien de photographes sont partis à Lviv, même pas à Kiev. Ouais. Combien ont ramené des photos, combien en ont publié, et combien sont persuadés d'avoir réalisé des sujets de fou. C'est clair. Bah, tu vois, ça, j'en parle dans ma dernière vidéo, qui est passée en podcast d'ailleurs, sur le fait que moi j'ai mis 1 an avant d'y aller, en Ukraine, parce que qu'est-ce que tu veux faire de plus que des gens qui parfois même vivent là-bas ou sont là depuis le début. Et en fait, j'ai attendu d'avoir l'angle original, selon moi, qui matcherait aussi avec le magazine, avec Chauvel, quand on est partis ensemble, ce genre de choses. Mais et tu vois, le fait d'avoir bossé sur un magazine, d'avoir créé un magazine de A à Z, forcément, j'essaie de faire profiter un peu tout le monde autour de moi, les gens que je connais, à qui je veux proposer des piges, ce genre de choses. Et là, tu vois, ça m'a remis face à le nez face à une réalité qui est de dire, et de dire du coup aux gens, pourquoi tu veux que j'achète ton truc? C'est pas juste pour te faire plaisir. Mais tu l'as dit, le mot magique, il tient en quelques lettres. Tu as dit, j'ai attendu d'avoir un angle. Ça. Denis Meyer, peut-être pour pas le citer, part faire des photos au début du conflit. Il fait quoi? Il suit des ados qui sont en phase de déménagement à cause du conflit et parce qu'elles ne peuvent pas continuer à vivre à Kiev en particulier. On revient au monde des ados. Mais il avait ciblé son angle, son public, son sujet, il a l'accroche d'actu. Pourquoi il ne publierait pas? Les photos sont nettes. On n'a pas le droit de faire des photos floues, mais là pour le coup les portraits sont beaux, l'histoire est intéressante. Oui, c'est publié, mais parce que ça a été réfléchi par rapport à un titre, par rapport à un angle, c'est pas juste j'ai pris tout ce que j'ai trouvé. Ouais. Et c'est ça qui fait la différence entre un journaliste et un photographe de voyage, par exemple. C'est clair. Enfin, je crache pas sur le photographe de voyage. Moi, le premier, quand je voyage, je fais de la photo, donc je suis photographe de voyage. Mais je cherche pas forcément à raconter une histoire. Je vais prendre des beaux paysages, des beaux endroits, des gens qui sont souriants ou pas d'ailleurs. Je sais pas, si je vais en Italie, je vais prendre des gelaterias. Si je vais au Japon, je vais prendre des gars en train de faire des sushis, j'en sais rien, n'importe quoi. Mais je vais pas forcément essayer de raconter une histoire. Alors peut-être que si, parce qu'on finit par avoir une déformation professionnelle, mais quand tu pars sur une zone de conflit, encore plus, ou même à côté de chez toi, quand tu décides de raconter une histoire, c'est pour raconter une histoire, pas juste ramener plein de mots et essayer de faire des phrases avec des mots. Enfin, après, c'est le Scrabble. Bien sûr. Mais ça, tu vois, c'est un problème que je repère aussi au sein du collectif DR, et je pense que tu as le même aussi dans Transmission, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que, surtout des personnes un peu âgées, quand je dis âgées, c'est pas forcément 60-70 ans, mais qui ont eu un peu d'expérience de vie, qui ont déjà fait des photos dans une autre vie peut-être, et qui se disent je suis là pour essayer de faire un truc avec ces photos-là que j'ai fait il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, essayer de les vendre, quoi. Tu vois, je les ai fait, j'essaie de les vendre. Et à chaque fois, je leur dis, on n'est pas sur un marché, tu vois, c'est pas, t'as pris des patates dans ton jardin, et là, maintenant, il faut les vendre, tu vois, c'est pas comme ça. En général, c'est même peut-être plus dans l'autre sens que ça se produirait, tu vois. Ou à la limite, tu utilises ce que t'as fait pour dire, voilà, j'ai fait ça, réfléchissons à une façon de continuer le sujet, j'étais à cet endroit il y a 10 ans, maintenant c'est différent, donc le avant-après a du sens, tu vois. Ouais, et puis ça peut même être violent. Enfin, moi je l'ai vu 2 fois, alors une fois de façon tout à fait cool, avec justement une des étudiantes de cette année qui me disait, qui nous disait même, parce qu'elle l'a dit à tout le monde, mais qui disait, mais moi ça fait 30 ans que je fais de la photo, vous avez peut-être moins d'expérience que moi, et pourtant vous vendez des photos que j'arrive pas à vendre. Pourquoi? Mais justement parce que la mécanique est pas la même. C'est pas qu'on est meilleur, loin de là. C'est pas parce qu'on est plus malin non plus. C'est juste parce qu'on a des codes que toi tu as pas forcément, et c'est pour ça que tu es là, et ça tombe bien, on va t'apprendre à les avoir. Ça m'est arrivé aussi, et là j'ai trouvé ça un peu désarçonnant, parce que il m'arrive un photographe qui est plus près de la retraite que de ses débuts, et on est sur une lecture, et donc il me présente ses images, qui étaient toutes très bien, il n'y a pas de problème, mais qui étaient typées dans le temps, et qui correspondaient à une pratique de la photographie qui se fait un peu moins aujourd'hui, mais qui se fera peut-être demain, parce que la mode est toujours cyclique, en photo comme partout. Et du coup, il était avec ses photos, il me dit, j'aimerais vendre ça. Je lui dis, ouais, mais là, aujourd'hui, tu produis quoi? Il me dit, ben rien, je veux vendre ça. Je dis, ouais, mais ça, c'est daté. Et elles sont très bonnes, tes photos, il n'y a pas de problème. Mais peut-être qu'elles ne correspondent pas au marché d'aujourd'hui. Et ça peut être violent, et c'est pour ça qu'effectivement, je suis d'accord, plus tu as d'expérience, et plus ça peut être difficile. Et puis on en revient à l'idée du formatage aussi, quoi. Tu te formates toi-même, moi le premier, j'ai un type de photo, j'ai tendance à refaire les mêmes, quand demain j'en vendrai plus et qu'il faudra que je pense à faire mes photos différemment, ça va pas être facile non plus, même si on se remet en question tous les jours, on le sait, quoi. C'est clair. Il y a le fait de se remettre en question, mais aussi on touche là du mindset, à un état d'esprit qu'il faut avoir dès le départ, c'est que tu ne gagnes pas à tous les coups.
Ça, je pense que tout le monde plus ou moins comprend. Mais un truc qu'on comprend peut-être moins parce que c'est pas facile à entendre et pas facile à intégrer, c'est que il y a plus de chances que ça ne marche jamais, que ça marche, ne serait-ce qu'une fois, quoi. Et ce qui fonctionne, c'est le long terme, c'est l'accumulation, c'est l'effet cumulé quelque part. Tu vois, exemple le plus récent que j'ai vu, qui est parfaitement, qui illustre parfaitement le truc, c'est, je sais pas si tu avais vu le passage de Chauvel aux 20h de Delahousse sur France Télé, où il parle de son voyage en Ukraine, etc. Et puis ensuite, à la fin, Delahousse sort la une de Paris Match et dit cette semaine, vous signez la couverture de Paris Match avec une photo de Florent Pagny. Alors ça fait quoi et Chauvel répond, il explique, il dit que Florent Pagny c'est un pote à lui, qu'ils se sont rencontrés à Miami dans les années 80 et qu'ils ont fait un shoot photo une après-midi où il a pris les photos d'archives, les photos d'aujourd'hui, où ça fait un super sujet sur 11 pages. Et que, ça qui est vraiment intéressant, c'est que c'est sa première couverture de Paris Match en 50 ans de métier. Et c'est la seule photo qui n'est pas de la photo de guerre. Et donc le mec, 74 ans, qui a commencé avec le Vietnam, qui a couvert tous les conflits majeurs des 50 dernières années, qui n'a jamais fait la couverture de Paris Match avec. Et la seule fois où il le fait, c'est avec Florent Pagny. Tu vois. Ça, c'est pas un exemple de... Et il en fait pas un drame, tu vois, au contraire, il trouve ça amusant. Et c'est génial. Mais, enfin, c'est notre métier. Il est comme ça. Et on s'attend pas forcément à être attendu là où on est attendu. C'est ça qui est marrant. Moi, j'ai le contre-exemple total. Je fais pas... Enfin, en plus, tu le sais, mais je fais pas de photos de conflit du tout. Je me sens plus proche de Booba que... Pas le rappeur, hein. Le photographe, Edouard, que de Chauvel par exemple ou de plein d'autres. J'ai gagné le prix Vermeil avec une photo militaire. Elle s'appelle comme ça, hein, j'y peux rien. Hein. Et la première fois que j'ai fait la une de Pèlerin, c'était une photo militaire aussi. Ça doit être les 5 seules photos militaires que j'ai fait de ma vie. Et même moi, j'étais surpris, quoi. On ne sait pas forcément ce qu'on attend de nous, ni comment on va se retrouver. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. De toute façon, on vend de la photo. On ne vend pas un état d'esprit, on n'est pas des influenceurs, on ne vend pas un art de vivre. On vend ce qu'on produit. Et des fois, c'est pas forcément ce pourquoi on nous attend. Et même nous, ça peut nous surprendre d'être envoyés sur des sujets, sur des demandes, sur des trucs qui n'ont absolument rien à voir avec ce qu'on pourrait imaginer de nous. Ouais, c'est clair. Parlons un peu de ça, parce que dans l'épisode qu'on a fait ensemble, tu parlais beaucoup de ta spécialité, on a beaucoup parlé aussi de photographe de territoire, c'est très intéressant. Moi, je me rappelle mes années en école de journalisme où on apprenait très vite que pour être un journaliste duré dans le temps en tant que professionnel, il faut être soit très spécialisé dans un domaine, soit extrêmement flexible, être capable de bosser en agence et le matin faire un sujet sur la science et l'après-midi sur la politique et après finir avec du sport. En photo, c'est quand même un petit peu pareil, c'est beaucoup soit l'un, beaucoup soit l'autre. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Et je rajouterai un truc en plus, c'est comment tu communiques par rapport à ça. Tu vois, on a des exemples, je pense tous les deux, de gens qui jugent que faire bosser pour certains petits magazines ou faire de la presse spécialisée, c'est pas gratifiant, donc ils vont pas le montrer. Voir du corpo, c'est sale, il faut pas y toucher, tu vois, ou du mariage. Ils vont montrer que les publics sympas, Libé, etc., même si ça représente un millième de ce qu'ils ont gagné. Comment tu l'appréhendes, toi? Ouais, il y a beaucoup de questions là-dedans. La première, c'est la spécialisation. La spécialisation, elle est intéressante, mais on vient de contredire exactement ça en prenant l'exemple de Chauvel, par exemple, et sa photo dans Paris Match. Donc oui, la spécialisation, elle est importante parce qu'elle nous permet aussi de nous faire identifier. J'aurais du mal à imaginer le contraire. Et puis de toute façon, ça marche comme ça dans une rédac aussi. Les rédacs nous voient comme tel photographe capable de faire ceci, cela. Alors des fois, on arrive à les surprendre, et c'est le but. Mais des fois non, et puis on reste cantonné au rôle qu'on nous a donné. Bon, voilà, il y a des titres de presse qui m'envoient pour faire du portrait. Je me considère pas forcément comme un photographe de portrait, mais je sais faire du portrait comme tous les autres photographes, quel qu'il soit, je veux dire, hein, pas plus, pas moins. Il y en a qui considèrent que je fais que des sujets environnementaux et qui m'enverront pas sur du sport. Il y a un titre de presse, moi, je sais pas pourquoi ils ont décidé que j'étais photographe de sport. Alors du coup, ça devient un billet, je me mets à faire de la photo de sport, pas du tout. Bon, bref, peu importe. Donc oui, il faut se déterminer une identité, mais plus
je pense, dans la prise de vue, dans son écriture photographique que dans sa spécialisation. Encore que je dis ça, mais dans mon cas, ma spécialisation, c'est quand même surtout mon territoire. Donc le côté très pyrénéen, méditerranéen. Mais surtout, la question de la communication, je trouve qu'elle reflète encore une fois ce qu'on disait tout à l'heure. Pour moi, il n'y a pas de petits titres de presse, il n'y a pas de gros titres de presse. Après, il y a une jolie publi ou pas une jolie publi. C'est sûr que si je fais, je prends 2 exemples. Si je fais un 16e de page, alors une toute petite vignette, dans un très gros titre, et à côté une très belle double dans un titre qui est très peu mis en avant, dans ma communication, je ne mettrai surtout pas le 16e de page parce que l'image elle va être noyée dans une masse de texte et même si peut-être qu'elle m'aura rapporté plus que la double d'à côté, moi ce qui m'intéresse c'est de montrer la double parce qu'elle est belle et parce que j'en suis fier. Et je pense que c'est ça aussi qui est important, c'est d'être satisfait de ses propres publis, à condition de se détacher aussi de cette image de marque. C'est-à-dire que moi je m'en fous de publier dans tel ou tel titre, ça c'est pour moi. Et puis encore une fois, c'est pas ça qui est important, ce qui est important c'est d'arriver à gagner sa vie, quoi. Donc qui veut mes photos, les publie, moi j'ai pas de problème encore une fois avec ça, quoi. À l'inverse, celui qui va vouloir vanter que les mérites de tel ou tel titre et cacher les autres, je trouve que c'est un peu dénigrant pour les autres justement, quoi. Qui sont cool de le faire bosser parce que s'ils s'en rendent compte quand même, c'est pas terrible. Bien sûr. Voilà, j'en profite pour donner un petit tips que je donne beaucoup aux gens de DR, qui est de dire, tu me connais, moi je suis très pragmatique et je me vends beaucoup comme ça aussi, parce que c'est ma personnalité et j'aime beaucoup ça. C'est le fait de dire hiérarchiser dans votre ciblage, visez forcément en premier lieu des gens qui ont les moyens de mettre beaucoup d'argent sur vos photos, donc forcément les grands médias généralistes. N'oubliez pas ensuite, faites ruisseler descendez la pyramide en fait sur les plus petits médias. Mais par contre, ça c'est juste dans un souci d'optimisation de votre production. C'est-à-dire que parce que là on est au moment de l'idée de l'angle ou le travail de l'angle, et si tu passes des heures à réfléchir à un sujet et que tu dépenses ensuite des heures sur le terrain, de l'argent, de l'énergie, tout ce que tu veux, dans un sujet qui n'intéressera que le bas de la pyramide, c'est un peu con. Et en même temps, ce que tu dis est vachement intéressant, parce que du coup, il faut être capable aussi de montrer tout et d'être ouvert. Après, tu dis 2 trucs intéressants, là. Le premier, c'est la hiérarchisation. Mais ça, c'est une logique économique qui est nécessaire. Si tu veux vivre d'une activité, et tu ne peux pas travailler bénévolement, enfin, d'ailleurs, c'est pas travailler puisque c'est bénévolat, mais toute ta vie, ça, c'est pas possible. Le deuxième truc, c'est que, par contre, et tu l'as bien dit, ça c'est au début, quand je commence à réfléchir à mon sujet, ça m'est arrivé il n'y a pas très très longtemps de recevoir une commande pour un titre de presse qui paie ce qu'il peut payer, peu importe, on s'en fout. Et donc je prends la commande. 1 heure après, j'ai un autre titre de presse beaucoup plus gros, beaucoup plus glorieux, avec beaucoup plus de moyens, qui me passe la commande le même jour, pas sur le même sujet, mais presque. Et je lui dis non, je suis désolé, mais je suis déjà en commande. Il me dit pour qui? Pour un tel. Ah mince, c'est dommage. Nous on paie mieux. Je dis ouais, mais je suis engagé. Et là à ce moment-là, tant pis. Il faut aussi être capable de dire oui, le ruissellement il a sa limite aussi, quoi. Enfin, on n'est pas non plus dans un jeu de qui paie le plus. Il faut aussi quand même montrer sa fidélité à celui qui te fait bosser, qui peut-être te fera même plus bosser que l'autre, ou l'inverse, peu importe. Mais ça c'est toujours une difficulté aussi au début, quoi. C'est de se dire ah mais j'ai loupé lui, ah non mais attends, comment je peux bidouiller le truc? Non, tu t'es engagé. Et ça fait partie du professionnalisme. Carrément. Tu veux qu'on parle des gens qui manquent d'honneur et de fidélité ou pas? Ça va être compliqué. Ça va être lent. Et t'as plus de whisky ou... On va remettre un verre. Mais il te faut un plus gros carnet par contre si on doit faire la liste. Tiens, mais sans rire, on va quand même parler du fait que on n'est pas là pour nommer ou parler de ça de cette façon, mais tu dis que c'est dans le package professionnel d'être capable d'être fidèle, d'être capable d'être honnête avec les gens. C'est quand même la photographie, pas plus qu'un autre métier d'ailleurs, hein, mais bon, c'est un métier très humain, autour de l'humain. Tu es tout le temps en train de rencontrer des gens, tu dois mettre des gens dans la confiance pour les prendre en photo alors que tu les connais pas, qu'ils ont des a priori sur les journalistes, enfin, c'est extrêmement compliqué parfois. Tu dois nouer des relations pour te créer un réseau avec des gens qui sont dans notre cercle, dans notre univers, quoi. Des Parisiens, quand toi tu es à Perpignan, c'est un peu choc thermique quoi, par moment. J'aimerais bien te voir en tournée des rédacs à Paris un jour, ça serait marrant. Bon alors, la chance que j'ai, c'est que je fais pas de tournée des rédacs. Toi, tu les fais venir ici. Ouais. Ouais, ils viennent ici, donc c'est quand même beaucoup plus facile et beaucoup plus détendu. Il y a moins le choc thermique. C'est clair. Même si l'idée de faire le tour des rédacs est intéressante, parce que
déjà, c'est important de mettre des visages sur des noms. Et puis, ça permet une relation qui est différente avec l'expérience. C'est ce que tu dis, c'est mettre en confiance. Mais ça, c'est notre métier. C'est pas de l'arnaque, c'est pas de l'entourloupe. C'est juste être capable déjà d'être souriant. Ça me paraît évident. Puis je te prends un exemple, puisqu'on se raconte des anecdotes là. Il n'y a pas très longtemps, je fais une commande pour Le Parisien. Qui fait un sujet sur le train Renfe, donc le train espagnol qui circule pour la première fois en France sur ligne française. Donc le sujet se fait en gare de Perpignan. Il a été publié dans Le Parisien il y a une quinzaine de jours et dans Le Monde hier. Le même sujet, quoi. Et donc la commande, c'est j'arrive en gare à 9h40, le train arrive à 9h46, part à 9h52 et je dois faire intérieur, extérieur, arrivée, départ, portrait de l'équipe à bord et d'au moins 2 passagers. J'ai 6 minutes. Si tu arrives en faisant la gueule, tu fais pas une photo. Hein. Mais déjà, le contrôleur, il te laisse pas monter dans le train. Ouais. La première personne que tu interceptes, ok, il va falloir faire vite, il va falloir qu'elle soit réactive. Mais si tu arrives en me faisant la gueule, pas très sûr de toi, tu sors pas le sujet, c'est pas possible. Tu as 6 minutes pour faire un sujet, quoi. Ouais. Alors, bien sûr, il y a l'expérience qui joue, clairement. Et puis, tu sais comment anticiper, comment préparer tes réglages, il y a plein de choses qui se préparent en amont. Mais juste aborder quelqu'un avec gentillesse, sympathie, et c'est pas de l'hypocrisie, c'est notre métier, quoi. Si tu dois le faire avec hypocrisie, change de boulot. C'est là où tu dois trouver la limite entre te forcer, dans le sens sortir de ta zone de confort, te mettre un coup de pied au cul et au début, parce que c'est pas naturel, aller vers les gens, parler, etc., même si ça fait peur, et après se forcer parce que c'est pas fait pour toi. Parce qu'il y a des gens, ils sont pas faits pour la photo de mariage, la photo de bébé, la photo de couple. Bien sûr. Moi, le premier, hein, tu me mets un bébé sur une espèce de peau d'ours ou je sais pas quoi, là, je m'en vais en courant dans l'autre sens. C'est net. Mais bon. Et c'est là où c'est vachement important de réussir à développer des qualités humaines qui sont ultra importantes. Et j'ai l'impression, alors peut-être ça c'est une vision un peu négative du truc, mais qui sont malheureusement compliqués à développer en dehors de notre société, de l'individualisme, etc., sans tomber dans le poncif, mais dans le milieu photo, c'est un peu compliqué quand même. Tu le vois à Visa tous les ans, en dehors des gens que tu connais, que tu apprécies, pendant un certain temps, jusqu'au moment où tu ne les apprécies plus. Parce que justement, il y a quelques défauts d'humanisme, un petit peu, on va dire. Tu vois, c'est l'ego, on en revient à l'ego. Ouais. Mais attends, t'as vu le boulot qu'on fait. Enfin, si t'as pas la banane le matin quand tu vas faire des photos, n'en fais pas. Ouais, mais ça... Tu rencontres les gens et que tu fais la gueule, mais... ça, tu vois, c'est un truc que moi, je trouve encore incroyable. Tu sais, c'est le bureau des plaintes que tu vois sur les groupes Facebook, je peux en citer, sinon je vais me faire des potes, mais t'es sur des groupes privés de photographes, quand des gens se plaignent à longueur de temps parce qu'ils sont mal payés, parce qu'on essaie de leur voler des photos. On en parlera après, toi, de ton expérience sur ça va être rigolo, ça va déstresser beaucoup de gens, je pense. Mais tu vois, en fait, les gens, t'as de leur dire, mais putain, tu bosses pas chez McDo, quoi. Le matin, on t'a pas forcé à te sortir de ton lit pour prendre un appareil photo, voyager, faire des trucs, rencontrer des gens. Il y a même des gens qui sont tellement focalisés sur le négatif et à se comparer avec d'autres gens qui ont gagné plus et ce fameux connard qui va commenter la publication en disant « Ah, tu te fais niquer, tu devrais demander plus d'argent ». Ce mec-là, j'ai envie de le sniper à chaque fois et dire « Mais ta gueule, c'est pas ton problème, quoi, tu vois. » Si le mec, il a envie s'il est pas sûr de lui, il va se tarifier moins que les autres, ben, c'est pas grave, il apprendra, il comprendra au fur et à mesure, tu vois. Il n'y a pas de moralisation à avoir, tu vois. Alors, il y a 2-3 trucs dans ce que tu dis, encore une fois. Déjà, l'avantage de la formation, c'est que personne ne détient les vrais codes, personne ne détient les vrais prix, et puis ça évolue selon... Je parle pas de la presse, hein. Je parle du corpo, par exemple, parce que dans la presse, les prix sont déterminés, et tu rajoutes ton ancienneté, et c'est tout, quoi. Mais dans le corpo, effectivement, si tu es plus renommé, si tu as plus l'habitude de travailler dans tel ou tel domaine, effectivement, tu pourras peut-être demander plus qu'un autre, mais c'est normal. Si tu débutes un peu moins, bon, bref... Mais l'idée de la formation, c'est aussi de te guider, de te donner les règles. Encore une fois, c'est pas des règles, mais de te donner au moins les bases pour savoir comment calculer ton prix, quel est ton prix, est-ce qu'il est haut, est-ce qu'il est bas, moi, il n'y a rien qui m'insupporte plus que quand tu fais des appels d'offres et que tu en as un qui est 10 fois moins cher que toi, tu te dis, mais comment il peut être 10 fois moins cher que toi? C'est juste pas possible. Ou 10 fois plus cher, le schéma est le même. Alors, ça peut être toi qui t'es planté aussi, hein, mais en général, voilà, l'intérêt de la formation, c'est aussi ça. Ça, c'est la première chose. Après, et j'en reviens encore une fois
Ah, il y a un phénomène de société. Quand tu gagnes très bien ta vie, c'est ce que tu disais tout à l'heure, quand tu as une explosion, que d'un coup tu te mets à publier tous les jours, et puis que tu sais pas pourquoi, tout à coup, tout s'arrête. Alors tout s'arrête pas, c'est peut-être parce que toi tu as eu un coup de mou et donc tu as moins produit, ou moins bien produit, ou juste parce que les sujets que tu traites, ils sont plus d'actualité, il faut en repenser d'autres. Il y a plein de raisons, hein, ça je ne dis pas que d'un coup c'est la fin du monde. Mais ce moment-là, il peut être violent, parce que justement, si tu t'es habitué au rythme de vie, financier je parle, que tu es en train d'instaurer, d'un coup tu vas dire oh mais j'ai plus de thunes et comment je fais? Et là, la banane elle risque de retomber, ça c'est vrai. Ça s'anticipe, c'est une gestion économique, c'est comme tout entrepreneuriat, je sais que ça te fait plaisir de dire ça, même si le journaliste est salarié, mais enfin bref. Et donc voilà, ça fait partie d'un jeu, d'un phénomène, et tu publies, et puis d'un coup c'est le trou, et là c'est la panique, pourquoi est-ce que j'ai pas publié aujourd'hui, pourquoi est-ce que je publie pas demain, et puis quand tu publies après-demain, tu dis ah ouais, à peine demain. Et donc effectivement tu tombes dans le négatif, et ça peut expliquer ça. Au-delà de ça, je comprends pas, parce que tu l'as dit, on ne travaille pas à la mine, quoi. Alors bien sûr, il y a des sujets qui sont plus faciles à faire que d'autres, il y a des sujets qui sont super agréables à faire, et d'autres tu les fais en te disant oh, putain ça va être chaud, quoi. Je sais pas, moi je fais pas souvent du fait divers, mais les quelques fois où ça m'est arrivé, tu te dis je serais mieux ailleurs. Donc la banane elle est plus dure à tenir, mais tu vois, c'est que des photos, quoi. Ouais, c'est clair. Et alors là je vais redevenir optimiste tout en étant peut-être un peu cynique pour les gens qui nous écoutent, mais je sais que toi aussi tu as un petit côté cynique au fond de ta barbe. C'est le fait qu'il y a juste en fait à un moment donné la réalité du marché, la réalité brutale, tout ce qu'on veut, la loi de l'offre et de la demande et la réalité de la vie qui fait que la sélection naturelle, même j'irais jusqu'à dire ça, si t'as pas la banane, si t'es pas capable de te remettre en question, de te réinventer, combattre, parce que c'est un peu ça aussi, hein, il faut pas se leurrer non plus, c'est surtout quand tu es entouré de gens dans ton cercle qui sont dans un boulot salariat où il y a une routine qui s'est installée, il n'y a pas forcément des challenges tous les jours en termes de rémunération, je veux dire. Il y a des gens qui bossent en tant que salariés qui vont faire des trucs ultra ambitieux, mais à la fin du mois, ils ont à la limite une prime en plus, tu vois. Mais toi, la moindre de tes actions, la moindre de tes pensées positives ou négatives va influer sur le chiffre que tu vas déclarer aux impôts à la fin de l'année. Ouais, bien sûr. Et c'est un révélateur. Et du coup, tu es obligé de faire ça. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qu'on a vu disparaître, qui ont popé un jour et qui ont complètement disparu un autre. Et quelque part, tu vois, moi c'est ce que je vois avec DR, avec le peu d'ancienneté qu'on a, on a 4 ans. Il y a des gens qui sont là depuis le début, il y a des gens qui sont partis en cours de route, il y a des gens qui rentrent et qui restent qu'une année, mais il y a des gens qui sont là depuis 4 ans. Et ces gens-là, t'imagines pas à quel point c'est un plaisir de parler avec eux, de les voir à visage en vrai, de boire des coups avec eux. Les mecs, ils ont vraiment mecs et nanas, hein, et ils ont vraiment la pêche, quoi, l'envie, la hargne, ils comprennent qu'il y a c'est une putain de chance qu'on fait. Bon, à visa après 5 jours, des fois ça peut être dur, les nuits sont longues. Mais oui, mais complètement. Et puis, tu vois, moi il y a 2 trucs qui me semblent vraiment la base de la base, et je me force pas, je veux dire, ça me paraît naturel, mais quand je livre des photos, mon réflexe c'est de dire merci. C'est con, mais le nombre d'iconos qui m'ont dit oh, je dis merci, oui, mais c'est moi qui te remercie pour les photos, oui, mais c'est surtout toi qui es en train de me faire manger là. Ouais. Et donc, je vois pas pourquoi je te dirais pas merci, ça paraît bête, mais c'est important, quoi. Ouais. Et puis quand quelqu'un te donne pas de nouvelles pendant longtemps, c'est peut-être parce qu'il fait travailler d'autres gens, c'est pas la question, mais quand tu as eu quelques relations professionnelles parce que tu as travaillé pendant un petit moment avec cette personne en question et que tu n'as plus de nouvelles, tu te dis peut-être qu'il y a un petit quelque chose, tu envoies un petit message en disant oui, salut, ça va, tu proposes pas un boulot, tu demandes juste si ça va. Ça paraît la base. Enfin, moi, quand j'ai mon entourage, mes amis, quand je les vois pas pendant un petit moment, de temps en temps, des fois c'est pas moi, des fois c'est eux, peu importe, mais c'est une relation humaine, quoi. Tu dis oh ça va, ça fait un moment qu'on ne s'est pas appelé, on se passe un petit coup de fil, on boit un coup, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et tu te rends compte qu'en fait t'as plein de gens qui sont tellement sûrs d'eux et tellement au-dessus du truc que rien que ces bases, enfin, ça me paraît être de l'éducation, merci maman, mais qui finit par l'oublier. Et je comprends que l'icono, le rédacteur, le sujet, enfin tous les gens qui vont entourer ton milieu professionnel puissent se lasser de toi aussi, quoi. C'est important. Si t'as tout le temps quelqu'un qui râle, au bout d'un moment, tu préfères celui qui sourit à côté, quoi. Et puis il y a un autre truc qui est important aussi. Et ça, c'est une icono qui m'avait envoyé un petit message de remerciement sur une livraison, et j'avais trouvé que c'était le meilleur compliment qu'on puisse faire à un photographe. Elle m'a dit merci, tu es fiable. Et ça aussi, c'est super important, la fiabilité, quoi. Si on t'envoie pour amener des photos, tu ramènes des photos.
tu tergiverses pas, tu te dis pas ah mais là j'ai pas le temps, je sais pas comment faire, je sais pas. Si, mais tu vas trouver la solution, mais tu vas ramener tes photos quoi. Ouais. Et c'est tout. On te paie juste pour ça quoi. Ça, et là tu touches à un truc toujours dans la logique d'être professionnel. Hein. Tu es un prestataire de service quand tu es photographe. Mais clairement, tu es là pour vendre un service. Et tu es là pour répondre à une demande avec un cahier des charges. Hein. Le mot fait peut-être un peu emmerde un petit peu peut-être les photographes de presse. On va dire briefing, c'est plus classe. Ouais. Mais c'est ça, mais bien sûr. Et tu vois, il y a beaucoup de gens qui, alors il y a toujours cette question d'ego, mais qui vont candidater à des structures, Antsukas, Magnum, Vue, les agences, chez nous, Collectif DR, et qui vont avoir une réponse négative. Et parce que je pense que c'est le dénominateur commun qu'on a aussi dans nos structures à tous les deux, c'est que on accepte des gens, on recrute des gens qui ont des qualités humaines avant d'avoir des qualités de photographe purement artistiques, on va dire, parce que il y a des gens, enfin, il y a des choses qui sont subjectives et des choses qui ne le sont pas, quoi. Non, mais en plus, je te coupe, mais tout le monde sait faire de la photo. C'est ça. Ou tout le monde peut apprendre à faire de la photo. Tu prends n'importe quelle personne, moi je prends ma mère demain, je lui donne un appareil photo, je lui fais un cours photo pendant 1 heure, à la fin elle sait faire des photos. Et après, tu as la pratique, etc. Mais effectivement, donc c'est là où... Et là, je sens que ce que je viens de dire, ça fait crisser pas mal de gens. Parce que j'ai eu ces discussions avec des gens qui disent « Ouais, mais tu sais, beaucoup de rage quand tu vois le travail des autres en disant « Mais pourquoi lui, il est exposé à Visa, ses photos, elles sont floues, c'est de la merde. Pourquoi lui, il est publié dans Le Monde, ses photos, elles sont pas cadrées, j'ai fait mieux, machin. » Ouais, mais en fait, il y a d'autres qualités, quoi. Ben, t'oublies tout le reste derrière, oui. Tout ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, et même plus que ça. Mais tu parles de candidature. Je sais pas, on en parlait avec Wilfried, donc le directeur de l'agence Antsuka, il n'y a pas longtemps. Il reçoit entre 90 et 100 demandes par mois. Il ne peut pas prendre tout le monde. Il faut bien qu'il choisisse. Donc oui, il y a des facteurs qui vont jouer. Et c'est pas toujours le meilleur photographe qui a amené la meilleure photo. Parce qu'une photo, c'est, tu l'as dit, terriblement subjectif. Et puis surtout, on sait tous faire des photos. Moi, j'ai eu une étudiante il n'y a pas longtemps qui m'a rendu un sujet qui m'a troué. Je me suis assis, j'ai fait waouh, super. Et elle m'avoue, à la fin, une fois que j'ai bien digéré le sujet et que je l'ai complimenté plus qu'une fois, elle m'avoue qu'en fait, elle n'a pas osé débrayer les modes automatiques de son appareil photo. Mais ses photos sont top. On s'en fout, en fait. Donc, elle sait peut-être pas faire de photos, mais elle sait faire un sujet photo. Et elle a amené tout le reste avec. L'histoire, le sourire, les gens qui posent comme il faut, enfin qui posent, dans le sens des portraits, je veux dire, parce qu'on ne pose pas sinon il n'y a pas de mise en scène. Mais tout était parfait dans son sujet. Et au final, elle me dit, j'ai utilisé mon mode auto, mais je m'en fous en fait, c'est pas grave. C'est pas ça qui est important, c'est tout le reste. C'est clair. Et ça, c'est compliqué. Alors, c'est compliqué à déceler, c'est compliqué à, même si des deux côtés, on a mis en place des process qui permettent, avec des questionnaires, des entretiens, etc., d'essayer de voir un peu si les gens sont, comme tu l'as dit, sont fiables, sont intéressés vraiment par ce qu'ils font, et qu'ils ont envie quoi, de s'investir dans quelque chose, s'investir en eux surtout, les gens l'oublient aussi pas mal, et qui sont capables de s'oublier et de se dire les gens ont besoin de moi, personne n'a besoin de toi. Clairement. Personne n'a besoin de toi, mais personne. Ni Antsukas, ni DR, ni Magnum, ni personne, ni même ton futur client. C'est à toi de te vendre et c'est un peu comme une phase de séduction, hein, pareil. Et j'en reviens là parce que ça se travaille. Après, il y a des choses peut-être qui sont innées, je sais pas ce que tu en penses, mais il y a peut-être des gens qui sont pas faits pour ça aussi. Après, pas fait pour ça. Enfin, moi, quand je dis qu'un photographe est pas fait pour ça, là on parle de la presse, il est peut-être fait pour autre chose. Peut-être que pour photographier des voitures, il n'y a pas besoin de sourire, j'en sais rien. Je ne vends pas des voitures, je photographie encore moins. Mais moi, quand je dis pas fait pour ça, c'est que si tu fais pas ce boulot avec plaisir, si tu te forces à le faire, c'est que ça marche pas, quoi. Alors je dis pas que tous les matins, je me lève, je saute du lit en courant, tôt le matin. Il y a des fois c'est dur, clairement, et je reviendrai pas là-dessus. Mais néanmoins, je fais des clics, quoi. T'es payé pour faire des photos. Enfin, il faut relativiser, hein, on est d'accord. On construit pas des chars d'assaut ou des sous-marins thermonucléaires. Hein, je veux dire, c'est pas. C'est clair. Sachant qu'en plus, tes photos vont devenir ta retraite, littéralement. Clairement, bien sûr. Dans le sens où ça devient du revenu passif, où tes photos sont vendues jour après jour
en fonction de ton travail, bien sûr, d'indexation, les IPTC. Les IPTC. Ça, c'est mon kiff, tu le sais. C'est clair. Et c'est clairement pas le kiff de tout le monde, du coup. Ah non, mais moi, je me régale. Et du coup, tu vois, ça va nous faire arriver sur la question on a abordé un peu tout à l'heure, c'est sur le vol des photos. Il y a des gens, quand ils voient leurs photos publiées dans un magazine et on les a pas prévenus et on les a pas payées, ils se sentent un peu violés, tu sais, comme si on t'avait volé ton portefeuille ou ton ordi, quoi. Oui, mais parce qu'on en revient à la question de l'œuvre. C'est ça. Et alors qu'au final, alors moi j'ai mis du temps avant de l'apprendre aussi, hein. Toi, je sais pas s'il y a eu un cheminement ou pas. Je pense que oui, quand même. Le premier chèque. Mais on va y venir. Ouais. En fait, moi j'en suis venu à me dire, mais volez-moi mes photos, limite, il n'y a aucun souci, parce que je sais que derrière j'utilise des logiciels, j'utilise mes connaissances que j'ai eues grâce à des gens comme Joël Verbrugge, avocate, photographe avocate, qui apprend ça, c'est tu finiras par te faire payer si ça vaut le coup. Si de toute façon le mec allait pas te payer parce que de toute façon il pourrait rien faire, bah, à part couler une boîte, ça t'apportera pas grand chose dans ta vie. Bah, est-ce que tu peux partager peut-être une anecdote sur ça Ah, j'en ai une, oui, j'en ai une. Il y a quelques années, j'ai une photo de concert qui est pas trop mauvaise, quoi. Mais qui est assez intéressante parce qu'elle n'est pas temporalisée. Elle correspond pas, on reconnaît pas forcément le festival en question. On voit pas forcément la personne sur scène, on voit le côté vraiment festival. Donc elle est très illustratrice et elle peut marcher pour absolument tout type de festival ou presque. À partir du moment où c'est un truc quand même gaillard, parce qu'il y a 120 000 personnes devant l'objectif, quoi. Et cette photo fait la une de la Croix qui annonce les festoches de l'été, quoi. Bon, ok. Donc la Croix la publie sur sa une et la met sur son site web. Je sais pas trop comment ni pourquoi. Certains la voient, la regardent, la remarquent, vont me la taper ou très probablement sur le site d'HL en capture d'écran, hein, en plein écran, tu arrives à faire à peu près ce que tu veux. Hein. Et il y en a un ou deux qui commencent à s'en servir pour faire des petits flyers, des petites bricoles. Bon, mais je le sais pas, quoi. Et il y en a un, alors je sais pas qui, mais là par contre j'aimerais bien le choper, qui décide de la mettre carrément, cette image, sur une banque d'images gratuite allemande. Okay. Ouais. Et là, en l'espace de 3 semaines, elle ne m'appartient plus, en fait. Clairement. Elle fait le tour du monde et elle est partout. J'utilise Pixtrack, comme beaucoup d'autres photographes. Je sais pas combien j'ai eu d'occurrences, mais il y avait des pages et des pages et des pages et des pages, ça s'arrêtait jamais, quoi. Toujours il y en avait. Alors, au début, tu fais un peu la gueule. Tu te dis, c'est dommage, moi j'aimais bien cette image, elle m'appartient plus, ça m'embête. Enfin, quand je dis elle m'appartient plus, elle m'appartient toujours, mais je veux dire, elle m'a échappé, quoi. Et puis tu commences à faire un recouvrement, c'est le concept de Pixtrack. Et puis 2, et puis 3, et puis 4, et puis 100, et puis 200. Ouais, carrément. Ah ouais, non mais c'est la folie, je peux encore te montrer, il y en a encore plein. Donc un recouvrement, explique-nous ce que c'est. Alors un recouvrement c'est quoi quand il y a une occurrence sur un site web, alors pas un média, quand c'est un média, ça peut arriver qu'une erreur, je sais pas, par exemple un correspondant, parce que habituellement un iconographe il sait ce que c'est, ça arrive jamais, quoi. Quand un iconographe ne sait pas quelle est la source d'une photo, il n'utilise pas la photo. Et en l'occurrence, toutes les IPTC avaient explosé puisque c'était très probablement une capture d'écran, on le voyait à la définition, quoi. Donc aucun organe de presse s'est servi de cette image-là. Mais par contre, elle a servi pour illustrer le festival de Glastonbury, l'office du tourisme de Dublin. On voit pas, mais t'as des petits dollars dans les yeux là, ouais, quand on parle. Enfin, plein de trucs de ce type. Un festival que je connaissais pas dans l'état du Michigan. Un gros truc, a priori. Enfin, de partout dans le monde, quoi. Et donc là, pour le coup, c'était principalement du site web. Donc l'outil Pixtrack liste toutes les occurrences de photos, donc il met l'original à gauche et le site internet à droite. On clique sur le lien, ça nous permet de tomber sur la page en question, donc vérifier que la photo existe vraiment sur la page en question. Et à partir de là, on a un petit bouton qui s'appelle recouvrement, on clique dessus, on a des taux. dollars. Ça. Ouais, en gros c'est ça. On a des taux, donc on met une valeur qui est pondérée. Donc si on considère que c'est un usage extrêmement lucratif pour celui qui l'a volé, on peut mettre un facteur plus ou moins important, avec un prix plancher, à partir duquel la négociation va se faire. Quand c'est en France, c'est assez simple, ça passe par des bureaux d'avocats français. Quand c'est Benelux, c'est un peu pareil, c'est pas les mêmes cabinets d'avocats, mais c'est pareil. Quand c'est aux États-Unis, il y a une petite nuance parce qu'il faut faire un dépôt de copyright pour s'assurer de la paternité de l'image, et après ça passe automatiquement, et là il n'y a pas de négociation, c'est le prix est tel et c'est l'État qui gère ou presque. Il y a une commission qui part, bien sûr. Et donc une fois que la personne, le contrefacteur, ça s'appelle comme ça, on n'est pas un voleur, hein, c'est pas le mot, le contrefacteur
paye, puisque au bout d'un moment il est censé payer. Alors, il y en a bien sûr qui vont essayer de négocier pour des raisons, et là en l'occurrence j'arrive à le comprendre. Une fois que j'ai compris d'où venait cette image et pourquoi elle circulait autant, je comprenais que certains la prenaient avec une bonne intention. Ils l'ont pris sur un support gratuit. Voilà, ils auraient dû se renseigner. Il y a des lois, surtout que depuis 2018, je crois, la nouvelle loi européenne sur le droit d'auteur. Ouais, a beaucoup, je vous conseille de chercher là-dessus, a beaucoup changé la donne. Donc normalement, on n'est pas censé utiliser une image sans savoir d'où elle vient, à qui elle appartient, etc. quoi. Même l'usage de DR, et je fais pas référence à ton collectif, est censé ne plus avoir lieu, quoi. Bon, bref. En ligne, je parle. Et donc, du coup, une fois qu'on a mis en place ce recouvrement, donc il y a tout un jeu d'avocats qui se met en place. Une fois que le contrefacteur a payé, il y a un pourcentage qui revient à Pixtrack, puisque l'outil n'est pas gratuit, mais presque par rapport à l'usage global de l'ensemble des images que j'ai. Et donc, la partie restante me revient en droit d'auteur. Et ça peut aller très vite. Combien sur cette photo? Tu te rappelles? Je sais pas, il faudrait faire le cumulé de tout. À 2 millions près. On n'est pas arrivé jusque-là, mais plusieurs milliers d'euros, ouais. Ok. Largement, même. Super. Ouais, c'est vrai qu'on n'imagine pas trop, mais alors Pixtrack, c'est un service, on va pas faire la pub de Pixtrack pour le fun, mais on les aime bien, ils sont sympas, ils sont cool. Tout le monde est adorable et le système est particulièrement intéressant. On les voit à Visa, en plus ils viennent. Alors par contre, faut faire attention à ce qu'on fait. Le bouton recouvrement, il est facile d'accès et il faut pas recouvrir n'importe qui, quoi. Ça peut arriver, enfin moi ça m'est arrivé avec un titre de presse national, que je citerai pas, qui avait utilisé une de mes photos à cause d'un de ses correspondants qui me l'avait tiré sur mon Facebook même. Il y avait encore la signature en bas, quoi. Bref. Mais il n'avait pas vu. Et donc ils l'ont publié dans leur page, je leur ai envoyé un petit mail en disant salut les copains, je pense que là la photo elle m'appartient. Ils m'ont dit oups. Bon, et ça se règle entre nous et voilà, enfin, ça finit en pige, mais peu importe, quoi. Mais voilà, on va pas se mettre en conflit avec ses propres clients, ça aurait aucun sens. C'est clair. Là, on est censé avoir une discussion. Mais effectivement, voilà, je reprends l'exemple de l'Office du tourisme de Dublin. Je pouvais leur envoyer un mail, ils en avaient un peu rien à foutre, quoi. Quand c'est une affaire d'avocat, c'est plus la même. C'est clair. D'autant plus que tu peux te servir de l'outil Pixtrack que comme de la détection. T'es pas obligé de faire des recouvrements. Alors, complètement. Alors là, pour le coup, on en revient en tout cas qui diffuse beaucoup via l'AFP. Alors, on a les relevés, on sait quelles photos ont été utilisées et comment, mais c'est souvent à moi plus un. Donc, si on veut savoir quasiment en temps réel, moi, je m'en sers pas mal. Alors là, pour le print, du coup, pour les photos qui auraient été utilisées par différents titres de presse, quels qu'ils soient, ça me permet de les voir et donc d'avoir finalement le PDF de la publi directement, quoi. Ça peut être utile aussi, oui. Il y a toujours l'abonnement Pixtrack inclus dans l'abonnement Tsoukas ou pas? Alors non, mais il y a un tarif. Mais pour les plus malins, on fonctionne pas comme ça. C'est quoi? Tu vas gagner un coup de cœur à l'année pendant 10 ans. Tous les ans, tu renouvelles comme ça? Non, j'ai trop d'images, ça marche pas. Et puis je gagne pas des coups de cœur tous les ans. Ça serait bien beau, mais c'est pas l'idée. Mais voilà. Bon, nous, il est inclus dans le collectif DR. Oh, belle pub. 1-0. Ok, mal au centre. Alors après c'est vrai que c'est pour des photographes seuls, tu l'as dit, le prix est dérisoire quand tu t'en sers bien. C'est-à-dire que quand tu as l'outil de diffusion qui va bien derrière, ou que tes photos sont susceptibles d'être taxées à droite à gauche. Et puis après, au pire, tu fais un test, il y a des offres découvertes, ils sont très bons là-dedans. De parrainage. Voilà. Oui, et puis après, effectivement, alors attention, on ne parle pas d'un monde merveilleux où il faut faire n'importe quoi et espérer qu'on soit volé, c'est pas l'idée. Et puis, une grosse majorité des recouvrements ne donnent pas suite parce que hébergés, je sais pas moi, en Russie par exemple. Là, c'est mort. Bref, une anecdote sur la Russie. Mais... Tu veux pas nous avouer que c'est toi qui as mis la photo sur la banque d'images libre droit? Non, Ah non, alors surtout à ne pas faire. Hein. Attention, hein, c'est loin d'être un conseil. Ça, je pense que pénalement, c'est moyen. Ouais. Mais non, mais ça m'arrive aussi pour plein. Bon après, on en a parlé dans l'épisode 58. Ouais. Moi, je fais aussi beaucoup d'illustrations touristiques et de photos de magazines, donc très marquées territoire. Et là, ça arrive aussi régulièrement des campings. Ouais. Bon, après on arrive toujours à s'entendre, mais quand on n'arrive pas à s'entendre, c'est vrai que l'outil Pixtrack est pratique. Non, c'est un bel outil. Tu saurais à peu près en volume ce que tu récupères grâce à Pixtrack par an, à peu près? C'est très fluctuant parce que ça dépend de... Ouais. Et puis l'idée c'est que ce soit le moins possible, mais je sais pas, un minimum de 3 000 €. Donc ça, c'est un truc, c'est automatique, t'as pas trop de boulot à faire, quoi, à part déclarer des choses. Appuyer sur un bouton de temps en temps et envoyer une note d'auteur 3 fois par an. Ouais. Et
je passe un peu du coq à l'âne, mais c'est assez lié, mais en safe, tu sais à peu près? Tu déclares tes œuvres à la safe? Oui, bien sûr. Ça augmente beaucoup chaque année. Je sais pas, alors c'est bien parce que ça fait pas un 13e mois en valeur, mais je veux dire, ça tombe entre Noël et jour de l'an, c'est pratique. Je sais pas, entre 7 et 800 euros. Ouais. Donc ça, je renvoie les auditeurs sur le podcast qu'on a fait avec Pierre Ciotte. Alors il est plus président, je crois. Il a un autre titre dans l'organisation, mais il a la CEF et puis il parle de la SAIF et puis il en parlait. Donc pour faire court, c'est un peu comme la SACEM, hein, version photo. Donc vous déclarez vos œuvres et à la fin de l'année, il y a un petit chèque qui arrive chez vous. Et donc quand tu parles de 700, 800 euros, c'est quand même plutôt pas mal pour faire les courses de Noël. Ouais, c'est cool. Et ça doit représenter, je sais pas, les 2 têtes. Je vais dire une bêtise, mais 2 têtes, ça doit faire une 20aine de diffusions de télé, une 50aine d'éditions et à peu près entre 4 et 500 images presse. Le web ne marche pas pour la SAIF. 4 et 500 images presse. Ouais, bon après, dans des reportages sur 10 pages, ça va vite. Ah bah ça va super vite. Ouais. Et d'où l'intérêt d'ailleurs de bosser pour des petits magazines qui vont ils vont te payer moins, mais ils vont te faire 10 pages de reportage, alors qu'une édition nationale te fera une seule photo. Bien sûr. Et alors là, j'en reviens sur le côté, la beauté, au-delà de tout ce qui est enrichissant culturellement, humainement, de pouvoir voyager, rencontrer des gens pour de vrai, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça, ouais, je fais ça pour rencontrer des gens, mais ils sortent pas vraiment de chez eux. T'en connais, hein. Là, beaucoup. Moi, j'adore être humaniste et tout, bref. Oui, mais la beauté de ça, alors ça fait mec super cynique et vénal de dire ça, mais c'est que tu peux te faire des sources de revenus quasi passives. Tu peux organiser ton temps pour que ça te prenne un peu moins de temps, mais tu peux te faire comme ça plusieurs lignes, tu sais, des petits business models qui font qu'en fait, avec un bout de plastique qui est ton appareil photo, tu arrives à te créer des revenus, quoi. Bah, c'est l'idée. Et puis il faut qu'ils se multiplient tous les uns les autres pour arriver à un chiffre d'affaires qui est correct. Chiffre d'affaires ou salaire, hein, puisque, encore une fois, à la pige, c'est du salaire. Mais oui, alors on est loin du passif de Michael Jordan, mais ce serait bien. C'est clair. Alors, parlons un petit peu de... si tu devais faire un tour du modèle économique qu'il y a derrière la photo, pour un photographe de presse, mais qui aimerait s'écarter de la presse, en se disant que ce qu'il traite en ce moment n'est pas forcément susceptible d'être publié, pour les raisons qu'on a évoquées précédemment, ou qu'il a envie de tester d'autres trucs, ce qui est aussi bien, intellectuellement parlant aussi, des fois, de se challenger, d'aller faire un mariage, d'aller faire un prestat corpo. Ouais. Alors, ça c'est un truc qu'on n'a pas dit tout à l'heure, mais tu vois, se remettre en question tout le temps. Pareil, anecdote, les Pyrénées-Orientales, on est en 2023, vivent une sécheresse historique de folie, quoi. On espère la pluie, il pleut jamais. Bref, il y en a même qui ont fait des cérémonies pour espérer la pluie. C'est un autre sujet. Ça m'est arrivé là coup sur coup, sur 2 titres de presse très écartés sur l'échiquier politique, un plus rouge que l'autre et un plus bleu que l'autre, de faire quasiment le même sujet. Et là, tu te dis, il faut pas que je fasse les mêmes images. Alors il y a la ligne éditoriale, bien sûr, il y a les personnes que tu rencontres, la façon dont tu vas les aborder, mais il y a aussi le fait que tu vas être au même endroit et que tu vas pas devoir faire la même image. C'est pareil, quand tu dis j'ai envie de sortir de la presse et j'ai envie de faire par exemple du mariage, mais c'est super. Alors, moi j'ai essayé, j'en ferai plus jamais, je déteste ça. Mais c'est important aussi de s'ouvrir l'esprit à ça, parce que ça peut être super enrichissant et super techniquement intéressant. Tu vois, on parlait du portrait tout à l'heure, je te disais, je ne me considère pas forcément comme un portraitiste, mais plus je fais de portraits par exemple corpo, et plus je suis rapide et efficace quand on me demande de faire un portrait presse. Plus je fais, je sais pas, j'en sais rien, mais un sujet... typiquement, tout à l'heure on parlait du train, il n'y a pas très longtemps j'avais remporté un appel d'offres du parc naturel régional des Pyrénées catalanes pour photographier le train jaune, le petit train des Pyrénées, sur 3 saisons, automne, hiver, été. Ça m'a créé des automatismes de fou pour le TGV dont je parlais tout à l'heure, ou pour un sujet mag qu'on doit sortir bientôt sur le même petit train, mais sur les à côté, pas sur le train lui-même, etc. etc. C'est important d'ouvrir son champ, au-delà de l'économie. Et après, au niveau de l'économie, il n'y a pas 35 secteurs, hein. Il y en a 3. Il y a la photographie sociale, le nouveau-né, le portrait B2C, ou le mariage. Les couples, les bébés. Et tout ce qui va avec. La vie heureuse. Les enterrements. Ouais. Je sais pas si ça se fait trop. Ça se fait. Ah ouais, ouais. Ça peut être intéressant. Je postule. Et il y a le côté corpo pur, et des boîtes autour de chez nous, on en a tous, dans des secteurs tout à fait différents.
Qu'est-ce que j'ai fait moi cette année? J'ai fait de la mode, dis donc. Ah ouais. Ouais, de la mode homme. Ah, ça, je me suis auto-surpris. Mais j'ai trouvé le challenge sympa et je me suis régalé, vraiment. J'ai fait du bouchon, parce qu'on est sur un territoire de Liège, donc du bouchon de Liège. Ça, c'est un client récurrent avec lequel j'aime beaucoup travailler, parce que c'est très agréable. Il y a une belle équipe. J'ai fait du café, photographie de café. Des trucs qui n'ont absolument rien à voir avec ce que je fais au quotidien, mais qui justement me sortent de ma zone de confort peut-être, mais non, parce que ça reste de la photographie, et puis on m'attend peut-être plus sur du reportage que d'autres photographes, mais ce qui m'a plu, c'est surtout de me dire, je vais le faire différemment, je vais m'entraîner, entre guillemets, à faire autre chose, à chercher une image plus léchée, c'est du corpo, ils s'attendent à un travail plus précis que ce qu'on pourrait avoir en presse. Alors ça ne veut pas dire qu'en presse on bâcle le travail, c'est pas ça, mais ça veut dire que souvent, du fait des budgets, les délais de production sont beaucoup plus courts, et donc du coup il faut être beaucoup plus efficace. Là on a un peu plus de temps, donc on peut travailler différemment, et forcément le corpo est plus rémunérateur, et puis après il y a la formation. Bon après il faut pouvoir, mais nous on a la chance de pouvoir enseigner, et ça, moi ça c'est un truc qui me tient à cœur, encore une fois au-delà du côté rémunérateur, parce que c'est pas le plus rémunérateur, mais c'est intéressant. C'est vrai que on a l'impression que c'est le plus rémunérateur, mais au final, effectivement, on regarde de l'engagement que ça représente et, en termes de temps, d'énergie, de santé mentale. On parle de taux horaire, mais et en plus de taux horaire, sans en parler. Ça va casser des rêves. C'est clair. Non, la pédagogie, c'est pas le plus rémunérateur. Je rajouterais peut-être à tes modèles économiques tout ce qui va être les bourses, les festivals, les prix photo, tous ces trucs qui... Alors oui, c'est vrai, je l'ai pas mis dans le lot, mais tout à fait, oui, complètement. Qui peuvent être accessoires pour certains, mais aussi complètement un objectif en soi pour d'autres personnes. Je connais des gens t'en connais aussi, qui capitalisent beaucoup dessus et ils ont raison. D'ailleurs, dans le collectif d'Air, on a mis en place une base de données qu'on actualise toutes les semaines, à peu près tous les mois, avec toutes les infos sur les festivals, bourses, etc. partout dans le monde, avec des classifications par thématique, par mots-clés, par dollar. C'est intéressant. Après, la difficulté par rapport au corpo dont on parlait tout à l'heure, c'est que la régularité est moins garantie, quoi. C'est clair. Il y a une part aléatoire, c'est clair. Mais en même temps qu'il te challenge, tu vois. Par exemple, tu vois, je te donne un exemple très précis. Pour la première fois de ma vie, j'ai envoyé des photos au prix Bayeux. Tu vois, comme l'entrée d'Ukraine, je me suis dit, bon, c'est con quand même de pas tenter. Donc, comme tout le monde, j'ai envoyé ça le jour de la deadline. Et voir le lendemain, non. Comment? Voir le lendemain, non, j'ai réussi à le faire. Mais et tu vois, que je gagne ou que je perde, je m'en fous. Limite, c'était plus pour le challenge et me dire, tu vois, à titre personnel, te dire, bon, ok, t'as accompli un petit milestone, tu vois, en me disant, bon, tu fais partie un peu du club des gens qui ont pu le faire. Après, tu verras et tu t'en fous, quoi, quelque part. Et c'est justement quand cette démarche de se dire, je m'en fous. Oui, mais alors c'est pour ça que je mettais un petit bémol, parce qu'en faire un modèle économique, c'est un peu difficile. Ouais, bien sûr. Alors moi j'en fais le premier, ma résidence à Visa, Centre international du photojournalisme, j'en suis très fier et je marque partout où je peux parce que c'était un vrai beau moment et que c'était rémunérateur aussi. Celle que j'ai fait à Mediator dont je parlais tout à l'heure sur l'histoire du rugby, c'était un régal aussi, donc oui, pas moins que les autres, c'est pas la question. Mais par contre, pour avoir fait partie de jury, je sais à quel point ça peut être aléatoire. D'un individu à l'autre... Non mais c'est clair. Après, je trouve que ça forme. Bon, spoiler, j'ai perdu. Mais spoiler, je le savais. Mais, qui t'a dit ça? Non. Je suis... Et qu'est-ce que je voulais dire? On a fait un bon tour sur les modèles économiques et c'est cool. Merci d'avoir partagé ton avis sur la question parce que j'ai l'impression que c'est pas si... Enfin, nous, tous les deux, ça nous semble évident avec les années d'expérience, avec les discussions avec les gens. Et il faut dire un truc aussi, c'est que là, on a une conversation, on est dans un podcast, on ne dit pas n'importe quoi, mais on est potes tous les deux et on parle presque comme si on n'était pas enregistré. Et au final, tu te rends compte que des conversations comme ça, il y en a assez peu dans ce milieu. Même si c'est pas si compliqué que ça de rentrer en contact avec des gens qui, comme toi par exemple, je mettrai ton adresse postale dans la description de cet épisode après. Non, je déconne. On tape à la porte déjà. Non. Si tu veux une anecdote sur l'adresse postale, c'est dur de trouver mon adresse postale. C'est vrai? Ouais. Parce qu'à une époque, qui depuis est révolue, puisque j'ai changé enfin, je ne mets pas la vraie, j'avais des gens qui tapaient à la porte pour prendre des stagiaires. Ouais. Et
Et moi, ça me dérange pas de prendre des stagiaires, j'en prends, je suis content. Mais ça peut faire bizarre quand le matin tu te lèves et que tu te retrouves avec le père, la fille. Ah, salut, tu prends ma fille en stage Quoi Mais non Mais fuis Donc, mais je reviens en arrière. On est enregistré là Ah, je t'ai pas dit. Ah mince, ok, pardon. Ouais, on lance enregistrement maintenant, c'est Okay. bon. Non, mais oui, beaucoup de photographes sont hyper accessibles, on l'oublie. Après, il faut pas saouler tout le monde, hein. C'est pas l'idée. Mais c'est marrant parce que tu vois, par exemple dans Transmission, dans la formation, à mi-parcours, on a un séminaire où on se retrouve tous physiquement, puisque la majorité de la formation est en ligne. C'est à Atroz, dans le Minervois, dans un joli château, c'est cool. Et souvent, c'est un truc qui revient de la part des stagiaires, c'est-à-dire, mais en fait, vous êtes accessible. Mais bien sûr, mais encore une fois, on est juste des gens qui font des clics, quoi. Heureusement qu'on est accessible. Enfin, ça me paraît dingue. Mais je comprends que ça puisse aussi... Bon, après, il y a des exceptions. Hein. Je me suis fait refoule par Yann Arthus Bertrand pour ce podcast. Ah ben il était là, il est serré là, à 10 km en train de photographier des gens. Bon, je pense que c'est surtout son assistante qui est un peu virulente dans sa façon de dire non, je trouve. Mais je ne réagirai pas, j'ai déjà envoyé des mails. On l'embrasse fort. Voilà. Et Ou pas. J'en avais un autre en tête, mais je ne le citerai pas. Si un jour il veut venir, c'est bienvenu. Non, mais c'est vrai que c'est con, mais des fois on se met des barrières tout seul sur plein de trucs. Alors après, il y a des façons d'aborder les gens. Faut faire preuve de bon sens. Et moi, j'ai vu des gens qui m'ont démarché où le premier message c'était Hey, salut, t'as du contact chez Paris Match? Comme la réponse que t'as dit au mec devant ta porte, quoi. C'est dégage. Mais bon, à un moment donné, il faut pas être con et il faut être intelligent. Et bon, tu me diras, faire preuve d'intelligence, c'est pas faire preuve de bon sens, on va dire. Non, mais alors si tu veux contacter quelqu'un, mais là on en revient à la même règle pour n'importe qui que tu veuilles contacter. Tu commences par dire bonjour. Tu essaies d'établir une relation, pas juste de poser une question à l'arrache en disant salut, comment ceci ou comment cela. Non. Et puis tu es poli, ça c'est la base. Et puis surtout tu acceptes le fait que peut-être que la personne n'est pas super dispo non plus. Ça peut arriver. Enfin, moi il y a des moments où je suis très content de répondre à des mails, il y a des moments où j'ai pas du tout envie, quoi. Pas envie, c'est juste que j'ai d'autres priorités et que j'ai pas le temps, mais que c'est juste pas possible et qu'au bout d'un moment ça t'épuise, quoi. Ouais, mais je t'ai relancé 12 fois d'ailleurs pour venir faire ce truc. Quel menteur. N'importe quoi. Et, mais ce qui est important, c'est ça, c'est de, bien sûr, enfin après, je sais pas l'image que les gens ont des autres gens, mais pour moi tout le monde est accessible. Ouais. C'est l'autre ceux qui disaient plus un sujet est grave et plus il faut le prendre avec légèreté, et plus il est léger, plus il faut le prendre avec gravité. Putain, c'est profond ça. Eh bien, c'est un mantra. Mais je pense que c'est important. Quand tu photographies un ministre et que tu le considères comme un ministre, tu peux être sûr qu'il va te faire chier. Ouais. C'est clair. Après, c'est un juste milieu à trouver tout le temps entre le... De toute façon, être photographe, c'est placer un curseur entre toujours une position extrême et une autre, et être capable de s'adapter et de... Non, mais c'est clair. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est un peu lié le fait de bon, tout le monde galère au début pour trouver des clients. Bien sûr. Et je pense même que c'est pas au début, c'est tout au long de sa carrière. Parce qu'il y a des clients qui me font beaucoup bosser. Tu vois, moi, à une époque, je bossais beaucoup pour VSD. Tout le monde connaît la suite de VSD, enfin, les gens qui sont dans la presse. Ça fait un peu mal, quoi, quand tu tombes de 3-4 reportages par an, payés 2 000-3 000 euros à zéro. Ça pique un peu, quoi. Donc, tu es obligé de trouver de nouveaux clients, te réinventer, etc. Et une façon de faire, alors, c'est toujours très polémique et très relou de lire les commentaires des gens, mais c'est de travailler gratuitement. Alors, travailler gratuitement dans le sens où, comme tu l'as dit, un vrai travail n'est jamais vraiment gratuit. Mais en tout cas, ne pas se faire payer en argent, ou du moins en se faisant sous-payer volontairement avec un client. T'es quelle école, toi ? C'est compliqué. Alors, c'est compliqué pourquoi ? Parce que ça dépend du client. Question suivante. Non, mais aux États-Unis, ils ont un terme, ils appellent ça le pro bono pour les avocats. Là, tu sais, ils défendent des gens bénévolement. Moi, il y a des assos particuliers pour lesquels je bosse gratuitement. C'est vrai que c'est classe comme terme, ça, pro bono. Ouais, ça fait plus sérieux. Surtout dans Suits, quand tu vois les mecs qui brassent des milliards dire « Ah, c'est pro bono, on sera juste 12 sur l'affaire. » C'est vraiment pour te faire plaisir, gros. C'est exactement ça. Non, mais moi, il y a des causes que j'aime bien défendre et pour lesquelles je bosse gratuitement. Alors, je le dis pas, enfin, je ne vais pas dire ni qui, ni quand, ni pourquoi, parce qu'on s'en fout, c'est pas l'idée de se glorifier, quoi. On mettra en commentaire.
Ouais. Mais ça me fait plaisir de bosser pour eux gratuitement, vraiment. Est-ce que je le fais vraiment gratuitement? Mais non, en fait. Parce que, tu l'as dit tout à l'heure, le petit clic qu'on fait, il a pleine vie. Et je pense à cette assoce en particulier. Moi, ça m'est arrivé 2-3 fois de faire des doubles en Libé avec des photos qui sont issues de travaux que j'ai fait pour eux. Mais je le fais pas pour ça. Mais il n'empêche que ça a fini par découler aussi là-dessus. Et puis ça m'a peut-être ouvert d'autres portes. Disons qu'il y a une nuance entre dire je fais un truc gratuitement parce que je veux obtenir quelque chose et le faire gratuitement parce que ton cœur te dit qu'il faut que tu le fasses gratuitement. Et là, souvent... Putain, non, ça devient spirituel ce que je dis, c'est pas bon. Là aussi, tu disais quoi sur ça? Non. C'était Confucius plutôt. Oui, c'était Confucius d'ailleurs. Mais peu importe. Mais je veux dire, si tu fais le truc gratuitement, c'est parce que tu as besoin de le faire gratuitement, tu as envie de le faire gratuitement. Après, le côté se faire payer en visibilité, ça, moi, j'y crois pas du tout. C'est du foutage de gueule et tu finis toujours par te faire avoir, quoi. Celui qui te dit, oui, mais t'inquiète pas, tu bosses pour moi, mais je te ferai ta com. Non. S'il a les moyens de te payer, il te paye. S'il n'a pas les moyens de te payer, il te paye pas. Après, je comprends qu'il y en ait qui n'aient pas les moyens et je comprends qu'on puisse avoir envie de les aider. Et moi, le premier, ça ne me dérange pas pour des projets mais même des copains, ou pas des copains d'ailleurs, mais des fois, il y a des projets que je me dis, putain, ça, j'aimerais bien le faire, quoi. Et donc, oui, ça peut m'arriver de le faire gratuitement. Ceci dit, le spéculatif, c'est aussi ça, quoi. Quand tu réalises un reportage spéculatif, bon, tu envisages de le vendre après, mais tu le fais gratuitement avant tout. Hein. Alors, tu le fais pour toi, c'est ton projet perso, on va pas dire spéculatif parce que de suite on parle d'économie, tu le fais pour toi. Mais tu le fais gratuitement. Donc faut pas non plus être, tu vois, c'est ça qui est difficile, c'est arriver à mettre un curseur, quoi. C'est ça. Et du coup, donner son avis sur l'histoire de quelqu'un d'autre est complètement stupide. Parce que tu vois, il y a deux choses dans ma vie qui m'ont fait comprendre ça. Le premier, c'était quand je bossais pour Abaca, pour pas les nommer, quand j'étais correspondant, on les embrasse aussi. Et je me rappelle à un moment donné, sur une manif, sur une énième manif de Sivins à Toulouse, où on a oublié, mais c'était quand même un petit peu chaud par moment. Je me suis rendu compte que, tu vois, en fait, je bossais gratos. Pas gratos dans le sens... il y avait un contrat qui disait je leur file les photos gratuitement à Abaca, mais en fait, quand tu bosses pour une agence comme ça, si pas Abaca, on va donner plusieurs marques, c'est comme Nutella, AFP, Reuters, etc. Tu fournis des photos à un stock, une banque d'images, appelons ça comme ça s'appelle, un stock d'images, un flux d'images qui vont être ensuite proposés à des médias, à des consommateurs, et souvent d'ailleurs qui vont même pas acheter les photos à l'unité, en fait, qui vont payer un abonnement à l'année, un peu comme tu payes ton abonnement téléphonique et tu as droit à tant de gigas par mois, tu as droit à tant de milliers de photos par mois, et si elles tiennent dans le lot, tu touches une commission. Tu touches même pas à la vente de la photo, tu touches une commission, quoi. Donc parfois, ça va pour les plus rares de 30% pour toi jusqu'à 60-70% pour les plus cool. Et tu vois, ce jour-là, je me suis dit, putain, je suis en train de courir partout, bouffer de la lacrymo, c'est rigolo. Mais c'est rigolo les 2 premières heures. Quand ça fait 6 heures que tu marches dans ta ville, c'est un peu chiant et tu te dis, ça serait bien qu'un jour il y ait quand même un peu de vente. Et là, tu te dis, en fait, je bosse gratuitement pour alimenter un flux. Oui. Tu vois, qui va nourrir quelqu'un d'autre. Oui. Parce que ce que tu mets dans le frigo, c'est pas toi qui vas le bouffer, c'est quelqu'un d'autre qui va pouvoir le bouffer parce que ça sera utilisé un peu dans une recette pour un autre truc. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais ça fait partie de la hiérarchie. Enfin, ça fait partie du jeu. Hein. Non, je le vois différemment, mais j'allais dire ça fait partie de la hiérarchisation. C'est-à-dire que moi, je pars du principe que si j'ai une commande, je réalise ma commande. Si j'ai pas de commande, qu'est-ce que je vais faire? Et puis je descends du fur et à mesure de ma logique jusqu'à arriver à un moment où je vais peut-être rester chez moi parce que c'est plus intéressant. Exactement. Si j'ai une manif, et j'adore faire des manifs, j'aime les conflits sociaux, quoi. Mais dans ce qu'ils représentent, pas forcément juste bouffer de la lacrymo. D'abord à Perpignan, il n'y a pas de lacrymo, donc comme ça on est cool. Toi t'es plus merguez avant. Et après. Non mais moi j'aime bien la démarche. Après on va pas parler politique parce que ça va être compliqué, mais j'ai de moins en moins foi à la politique et de plus en plus dans la lutte sociale. Mais c'est un long débat. C'est ton côté anarchiste, ça, on fera un épisode dessus. On fera un épisode dans Defense Zone dans le podcast. C'est le côté Nietzschéen. Mais et voilà, et là tu me lances sur Nietzsche et ça va mal finir. Bref, non mais ce que je veux dire c'est que j'aime bien faire des photos de manif et une chose est sûre, c'est qu'effectivement tu alimentes un flux avant tout. Maintenant c'est aussi un jeu, et un jeu super, parce que si tu publies une photo de manif, il y a 3 cas. Soit tu es le premier, et lutter face à des photographes de l'AFP, les vrais, les salariés, qui sont hyper rapides, parce que c'est ce qu'on leur demande.
c'est difficile. Ils sont très équipés, entraînés, tout ce qu'on... C'est normal, mais c'est leur taf. Donc, être le premier, c'est très compliqué. Être le meilleur, c'est quand même très subjectif. Et sur une manif qui va avoir lieu partout à la même heure en France, c'est plutôt tendu. Ouais. Ou alors, il faut que tu colles parfaitement, et on en revient au tout début, au titre de presse et à ce qu'il attend. Ouais. Et ça, sur des conflits, ça s'anticipe, ça peut se faire comprendre. Par exemple, si tu prends l'ensemble des retraites, au tout début, qu'est-ce qui était le plus mis en avant? C'était l'intersyndicale. Donc ce qu'il fallait aller chercher, c'était la photo avec la banderole et tout le monde derrière. Il n'y avait pas d'autre solution. Puis petit à petit, on a dérivé vers le nombre, parce qu'il ne cessait de grandir, donc il fallait de la foule, du grand ensemble. Chaque fois que quelqu'un trouvait un pont et un 200 mm et entassait tout le monde, c'était la photo qui était vendue, c'était pas l'individualisation. Puis petit à petit, c'est le message qui est passé, parce qu'on a commencé à parler de 49.3, on a commencé à parler de plein d'autres 40, les slogans, 7, etc. Bon. Et donc du coup, c'est ces messages-là qui sont passés. Donc là, on est arrivé plus proche de la pancarte et du manifestant. Et puis petit à petit, on est retombé sur le politique. Et tout ça, on arrive à le calculer quand on lit. Bon, après, moi, je lis toute la presse tous les jours. Pas toute la presse, mais je veux dire, les 4-5 quotidiens nationaux tous les matins. Ou tous les soirs, peu importe. Et donc, du coup, tu le vois se dessiner, cette évolution. Et donc, tu sais ce que tu vas aller chercher. Donc, finalement, tu ne bosses pas tant gratuit que ça. Alors, oui, tu es beaucoup plus en lutte que dans un sujet plus territorial, plus personnel, plus unique, plus scoop. Et clairement. Mais néanmoins, le jeu, il peut se faire aussi, quoi. Bien sûr. Après, il y a une part aléatoire. Et une part aussi de... Tu as besoin de... Enfin, ce travail-là que toi, tu fais, franchement, 95% des photographes de manif le font pas. Mais il devrait, c'est pas ma faute. On oui. revient à ce qu'on disait tout à l'heure quand on parlait de professionnalisme. Mais tu vois, après, je veux pas taper sur les photographes de manif, mais surtout pas, parce que un grand nombre sont des copains. Mais ce sera sous-effectif numériquement. Oui, en plus. Mais je me souviens d'une manif à Paris où je me suis demandé si j'avais affaire à des photographes ou à des militants, quoi. Ça me dérange pas. Moi aussi, je viens de le prouver avec mes 3 phrases à la con, là. Moi aussi, quelque part, je suis peut-être engagé, peut-être intéressé, peut-être que... Oui, mais tu fais pas la manif. Mais je fais pas la manif, je bosse, quoi. C'est ça. Et ça, c'est compliqué à expliquer aux gens. Oui, c'est très compliqué, mais après, ça, il faudrait faire un podcast entier sur le photographe militant et le photojournaliste. Ouais, c'est clair. Avec le petit logo différent au milieu, là, tu sais. Bon, bref, on va pas se faire des copains, hein, donc on va pas aller plus loin. C'est clair. Bah, tu vois, je vais faire une petite recommandation dans le podcast Défense Zone que j'anime aussi. J'ai interviewé récemment Régis Le Sommier, qui est un journaliste très connu parce qu'il a été rédacteur chef adjoint de Paris Match. Il a fait un petit passage vers RT News, très polémique. Et ensuite, là, qui a créé un média, qui a contribué à créer un média qui s'appelle Omerta, très orienté aussi. Et la discussion est très intéressante justement sur cette question du militantisme, parce que c'est quand même un journaliste qui croit en ce qu'il fait. Et après, chacun a son avis, mais voilà. Après, il faut une pluralité de la presse, dans tous les cas. Voilà, dessus, bien sûr. Je suis super content de me lever le matin et de me dire que d'un côté, dans une manif, je peux lire le bolchevique défenseur de la 5e internationale, et de l'autre côté, bon, je le lis pas, mais de savoir voilà, qu'il existe des trucs plus à droite que le Figaro, parce que finalement, cette liberté de lecture, elle est cool, quoi. Bien sûr. Non, mais c'est le après, c'est très caricatural ce que je dis, et il faudrait le développer, mais on n'a pas le temps. Ouais. Ouais, c'est marrant, c'est intéressant cette subtilité qu'on a sur la question de travailler gratos pour une agence, ou travailler pour une agence, et est-ce que ça implique... Et après, je reprends ce que tu disais sur la question de karma, quoi, quand tu bosses pour quelqu'un gratuitement et que il se trouve que ça te rapporte quelque chose derrière. Tu vois, j'ai un exemple qui, moi perso, c'est pour ça que je suis journaliste. C'est con, mais avant même d'être en école de journalisme et de savoir que je voulais faire ça, j'ai été bénévole dans une association sportive pendant 8-9 ans en tant que pratiquant, et puis petit à petit je me suis investi au sein du bureau. Alors forcément c'est toujours le club du 3e âge à quitter, mais quand tu es le petit jeune qui débarque, on te donne la responsabilité de la communication, ce genre de truc. Et tu vois, je me suis retrouvé à écrire des articles qui allaient être copiés-collés dans la Dépêche du Midi. Et du coup, je faisais des photos que je filais au mec de la Dépêche. Et quand je suis arrivé en école de journalisme, j'ai pris plaisir à ça. Et quand je suis arrivé en école de journalisme, qu'on m'a demandé un book, j'avais 4 ans d'articles dans la Dépêche où c'était au mot près le mien, tu vois. Comme quoi... Et je faisais ça, tu vois, quand tu vas dans une association, tu fais ça complètement bénévolement. Tu fais pas ça dans un calcul... Non, mais clairement pas. Mais après, là, tu rentres dans encore un autre phénomène. C'est-à-dire, je suis le photographe débutant,
Enfin, débutant dans le monde de la presse, je parle pas, je sais faire des photos, mais je sais pas comment me présenter à la presse. Si j'ai pas de photos, ça va être compliqué, quoi. Ouais. Et même au-delà de la presse, enfin, je le vois avec les recrutements à l'université, il y en a, ils nous proposent des portfors, on dit, mec, c'est un bac+3, on veut des photos qui tiennent la route quand même. Ouais, mais j'en fais pas, j'ai pas le temps. Mais si t'as pas le temps, tu n'auras pas plus le temps après, et donc tu nous intéresses peut-être pas. C'est ça qui est compliqué aussi. Oui, ça forcément, il faut se faire un book. On revient à l'épisode 58, mais mes premières photos de paysage, je les ai pas faites en me disant je vais les vendre. Je les ai faites parce qu'il fallait que je me fasse des photos et que je pouvais pas répondre à un appel d'offres sur un énorme en plus, un appel d'offres sur tout le département sur du paysage sans aucune photo de paysage. Mais c'est pas travailler gratuitement, c'est créer son début de production. Exactement. Et on en revient à ce que tu disais quand tu disais le photographe et la photo, c'est la retraite du photographe. Je sais pas combien j'ai de milliers de photos sur Pixpalace, Ansuka et compagnie. Elles se sont pas faites d'un coup et certaines ne m'ont rien rapporté aujourd'hui, mais peut-être me le rapporteront demain. Mais c'est le concept, ça c'est le spéculatif. Quoi. C'est clair. Pour terminer, est-ce que tu aurais des conseils à donner? Et je vais élargir un petit peu pour t'aider à trouver des idées, peut-être des idées reçues que tu as remarquées chez les gens, chez les jeunes qui débarquent dans cette profession-là et qui sont vraiment des idées reçues et qui leur font faire des erreurs peut-être. La première, c'est savoir. Tu sais pas. Quand tu attaques un sujet ou quand on te commande un sujet, renseigne-toi sur ton sujet. Renseigne-toi si tu dois le vendre ou s'il est commandé, qui le veut et qui le commande et qui va le vouloir. Parce que tu vas l'adapter peut-être légèrement différemment, tu vas modifier ton editing, ton angle, peu importe. Mais donc renseigne-toi sur ton sujet, renseigne-toi sur ce qui a été fait. Pas forcément bien au contraire pour faire la même chose, mais au moins pour savoir ce qui a été fait et peut-être justement pas faire ce qui a été fait. Renseigne-toi sur les personnes à contacter, qui tu vas rencontrer, qui c'est. Typiquement, un déplacement de politique, si tu n'as pas le trombinoscope et que tu parles à quelqu'un et que tu ne sais pas qui il est, ça peut être embêtant parce que s'il faut, c'était lui ton sujet, quoi. C'est bête, mais c'est ce qui fait le journalisme, entre autres, quoi. Donc ça, c'est la première chose. Après, je passe sur tout le matos, savoir choisir une focale, savoir quelle est son importance, quel matos utiliser. Enfin, je sais pas, au début, tu n'as peut-être pas trop le choix non plus parce que tu as un boîtier, c'est déjà beaucoup, mais avec l'expérience, des fois, quand tu en as 2, 3, lequel est le plus adapté, bon, c'est toute la préparation de ton travail, en fait. Et puis, après, un conseil qui me semble important quand tu débutes, c'est le plus rapidement possible se faire 1, 2, 3 séries qui racontent quelque chose et qui montrent ton savoir-faire. Peut-être pas qui sont intéressantes à vendre, mais qui en tout cas permettent de montrer ce que tu sais faire, ce que tu sais maîtriser. Peut-être que tu es un pro du filet et que tu veux faire du sport et que c'est intéressant de montrer que tu es capable d'avoir un vélo flou, enfin net avec tout le fond flou. C'est un exemple bidon, mais montre ton savoir-faire, montre que tu sais faire des photos et que tu es capable de faire la photo au moment qui va être important. Ça, c'est un truc vital à mon sens. Après, il y a la question de l'agence. Parce que aujourd'hui, il y a plein de photographes qui vivent sans agence, mais souvent ils sont très bons. Très, 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 très bons. Mais même au-delà de ça, finalement, tu es quand même obligé de faire vivre ton fond photo, quoi. Et pour faire vivre ton fond photo, il faut une agence. Et une agence, tu ne rentres pas dans une agence comme tu rentres dans une boulangerie, j'allais dire non, parce que tu l'as choisi aussi en fonction du pain que tu veux manger, mais c'est pareil. C'est-à-dire que si tu vas chez DR, chez Ansuka, chez Zeppelin, Vue, Magnum, enfin Magnum au début c'est que chaud, mais peu importe même après. Si tu choisis cette agence-là, c'est parce qu'elle te correspond. C'est pas parce que Fred Marie est chez DR, donc il faut que j'aille chez DR. Non, parce que tu fais probablement pas les photos que fait Fred, tu en fais peut-être d'autres, et puis peut-être que ces autres photos-là, elles correspondent à un autre type d'agence. Donc, cible en fonction de ce que tu veux faire. Alors, j'en reviens un peu à la spécialité, même si les agences sont très larges aujourd'hui. Même Emis, qui était spécialiste du paysage, se met à faire de l'actu. Donc... La plupart des agences sont très différentes maintenant. Enfin, sont très, justement, leur contenu est très hétérogène, quoi. Il n'y a pas vraiment il y a plus vraiment de spécificité, quoi. Quand même un peu. Et puis après, il y a la façon dont tu vas être incorporé. Oui, l'accompagnement que tu vas avoir, exactement. Comment tu vas être embordé, etc. Je pense que si tu commences et que tu veux arriver chez HL d'un coup, si tu es capable d'être autonome, de gérer tout ton univers, tu t'en sortiras, il n'y a pas de problème. Mais peut-être que la formation, notamment transmission par exemple, t'aidera à mieux déjà te guider. Mais tu sais que tu vas être dans un univers qui va être un collectif, hein, parce qu'on est nombreux, mais il y a quand même une entente, des échanges, enfin, il n'y a pas de problème avec ça. Mais tu restes quand même... tout seul face à ton matériel, quoi.
Peut-être que chez DR, l'accompagnement du fait de vos formations, etc., et puis le collectif est un peu plus petit, peut-être que tu es un peu plus structuré, que ça te permet peut-être plus facilement de commencer. Il y en a d'autres, enfin, moi j'aime bien le travail que fait Bruno chez Zeppelin, on en avait déjà parlé. L'accompagnement va être encore plus marqué, mais là tu es dans une agence plus traditionnelle avec un pourcentage de prélèvement, etc. etc. Et puis là pour le coup avec une spécialisation ethno-environnementale assez marquée, mais tu vas avoir un accompagnement qui va être plus important que les autres. Si tu fais que du sport, je suis pas sûr que les 3 que je viens de citer correspondent forcément à ce que tu cherches. Je sais pas où on est Van Stadt, mais typiquement c'est peut-être plus vers là qu'il faut chercher. Je pense que c'est important, comme la presse, de comprendre ce qu'est une agence et ce qu'elle reflète et ce qu'elle publie. Non, mais c'est clair. Hein. Bah, t'as mis le doigt sur le fait que ça dépend de l'accompagnement que tu recherches. Et on en revient à des valeurs humaines aussi. Ça dépend le projet dans lequel tu as envie d'aller, dans ton quotidien, comment tu veux qu'il soit. Si tu es quelqu'un qui pense qu'il n'a pas forcément besoin d'aide ou qu'il n'a pas besoin de conseils et qui peut aussi avoir des difficultés à se remettre en question, c'est clair qu'il ne faut pas aller chez Collectif DR, il vaut mieux aller chez Ansoukas ou dans d'autres structures. Donc, bien sûr, c'est clair. Mais après, c'est aussi, on plaisantait au début en tapant sur la formation, mais au contraire, c'est là que la formation est intéressante. Moi, tu vois, par exemple, à l'université, on a des heures allouées là-dessus, où justement, en fin d'année, en fonction des volontés et des desiderata des différents étudiants, je ou d'autres, mais on les dirige. En leur disant, toi, tu vois, par exemple, tu serais mieux si tu allais dans telle agence, ou toi, il vaut mieux que tu continues à faire plus d'études, ou parce que tu étais dans un esprit plus pédagogique et plus universitaire, ou etc. etc. Mais c'est important d'avoir aussi ce recul-là. Et c'est là que des fois c'est intéressant d'échanger avec les photographes. Moi je me souviens, alors ça date un peu maintenant, mais quand je tournais en rond et que j'hésitais entre 2-3 agences avant de rejoindre Rachel, j'ai contacté plein de photographes, alors certains que je connaissais, d'autres pas du tout, mais encore une fois, si tu y mets les formes, les gens te répondent poliment, quoi. Et certains m'ont dit, non, on vient pas chez nous, pas une bonne idée, moi je me barre. Ou, alors quand c'est comme ça, souvent tu demandes un deuxième avis, parce que tu sais pas comment ça se passe. Mais voilà, il y avait 2-3 avis dans une agence qui m'intéressait, et bon, les échos étaient pas terribles. Et puis, alors dans toutes les agences, tu auras des échos pas terribles, ça c'est un fait. Ça, il y a celui qui vend beaucoup, il est toujours content, celui qui vend très peu, il est toujours pas content, et il faut le prendre en compte. Mais néanmoins, tu retires des infos là-dessus, sur comment ça va se passer, comment est-ce que tu vas être accueilli, est-ce que tu vas être personne et c'est ce qui te plaît, est-ce que tu vas être quelqu'un et c'est ce qui te plaît, est-ce que tu as besoin d'accompagnement et c'est ce dont tu as besoin, est-ce que... N'hésitez pas enfin là je parle aux lecteurs, pas toi, aux auditeurs, mais n'hésitez pas à poser les questions à ceux qui peuvent vous aiguiller, parce que je suis très très content d'être chez HL et j'ai pas l'intention d'en partir, mais il y a des jeunes que je guiderai vers autre chose. Et d'autres qu'au contraire, je guiderai clairement avec plaisir vers Wilfried, qui en fera après ce qu'il voudra. Mais... Ah, bien sûr. De toute façon, ce qui est assez amusant, c'est qu'on le fait déjà depuis le début, quoi, entre nous. C'est-à-dire que moi, il y a des gens que j'ai recommandés en leur disant il vaut mieux que tu ailles chez Ansoukas. Et vice-versa, j'ai reçu des mails de gens qui me disent je viens de la part de Wilfried ou de JC. C'est arrivé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Voilà, donc il faut se faire sa propre opinion. Et quelque part, c'est peut-être même aussi un des fondamentaux du métier de journaliste et donc de photojournaliste, d'être ouvert d'esprit, et que même si tu as un parcours de vie, une vision du monde, des appétences politiques, même militantistes, pourquoi pas, ton boulot, c'est de tirer vers la neutralité, d'aller vers une objectivité illusoire, certes, mais en tout cas, tu vois, c'est de l'honnêteté intellectuelle, c'est de juste dire mon avis, on s'en fout, ma vision du monde, on s'en fout, moi je suis là pour informer les gens. Comment faire pour informer les gens si mon avis est biaisé dès le départ, si je n'essaie pas de le combattre, tu vois. Et donc du coup, ça devrait être interdit d'avoir des idées reçues sur quelque chose, tu vois, d'avoir des a priori sur quelque chose. Oui, mais après... Même si c'est pas humain. Ouais, voilà, malheureusement c'est humain. Tu vois, je vais certainement pas taper sur Visa, parce que si je suis photojournaliste, c'est surtout à cause de Visa. On a grandi ensemble. C'est pas rare là, dommage. Non, pas du tout. Déjà, j'habite à Perpignan, je suis né à Perpignan en 79, ouf, ça fait mal. Le festival est né en 89, donc j'ai un peu grandi avec lui, quoi. C'est lui qui m'a fait mon œil, c'est lui qui m'a fait plein de choses. Alors, je ne compare pas, c'est pas ce que je dis, mais donc je vais pas taper sur Visa. Mais néanmoins, quand tu vois Visa, tu vois un monde fantasmé du photojournalisme aussi. C'est-à-dire que tu vois des fois des séries mais juste incroyables et que tu verras peut-être jamais dans la presse, en fait. Parce que
elles correspondent pas à un moment, elles correspondent pas à une ligne éditoriale, ou peut-être parce que la place que le journal a sur la commande en question, ça va être 2-3 photos et toi tu vas en voir 50, une histoire complètement folle. Il y a tout ça à prendre en compte aussi. Et c'est pour ça que j'en reviens encore une fois à ce qu'on disait au tout début, renseignez-vous sur la presse, lisez la presse et comprenez la presse, quoi. Ouais, c'est clair. Bah écoute, ce sera le dernier conseil. Tu veux conclure avec une citation d'un Chinois du 5e siècle ou... Non. Non, bien tenté. Peut-être Nietzsche ou non? Ouais, un Allemand alors du coup. Oh, ouais, un philosophe allemand. Ils sont tous en chaussettes et en Birkenstock. C'est l'été, c'est pas bon. Bah écoute, merci JC pour ce 2e épisode. Peut-être un 3e dans 50 épisodes, on verra. On va savoir. Je te remercie en tout cas. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner pour ne pas rater les prochains grands entretiens. Si vous êtes photographe professionnel et que vous souhaitez accéder à des ressources plus poussées pour vous aider à booster votre activité, j'ai préparé pour vous une boîte à outils numérique que vous pouvez télécharger en description de l'épisode. Je vous laisse découvrir tout ça, tant qu'elle est encore disponible gratuitement, et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode du podcast.